Donc, on est vraiment particulièrement heureux aussi d'être nombreux ce soir. C'est un sujet qui, j'ai l'impression, intéresse une grande diversité de personnes. Donc, soyez les bienvenus à la Maison des Sciences de l'Homme. Et sans plus attendre, donc, je vais laisser la parole à Aurélien Barraud. Donc, vous aurez un temps inégal. Aurélien va être un petit peu l'introducteur en tant que local, finalement, en tant que produit local, en tant que, sujet d'une vie locale et auteur donc de ce livre L'animal est-il un homme comme les autres, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, chez Duno. Et donc tu vas accueillir ces invités prestigieux. Tu auras un quart d'heure à peu près, mais tu peux peut-être en prendre plus si tu sens l'inspiration se développer. Et puis ensuite, donc, ça sera Renan Larue, qui est professeur donc à Santa Barbara en Californie, bel endroit que j'ai pu visiter il y a quelques années. Et donc qui nous parlera donc de ses travaux sur le végétarisme et son histoire, donc avec ce livre merveilleux, vraiment d'une lecture limpide et sirupeuse et délicieuse. Donc, voilà, j'ai adoré en tout cas cet ouvrage. Et puis aussi plus récemment avec Valérie Giroux, le véganisme, donc aussi un que sais-je, mais le que sais-je a produit chez l'Ancien Institut. Donc je suis une image un peu poussiéreuse, un peu académique. Là c'est un que sais-je très punchy, très très excitant. Je vous le recommande à tous, vraiment très très agréable. Et puis Jérôme Bernard Pellet, alors il y a également des ouvrages que tu as écrits, mais j'ai pas malheureusement avec moi ces livres, et je pense que ça sera possible de les évoquer dans le cours de l'intervention. Voilà. Merci à tous les trois, merci à vous tous, et sans plus attendre, Aurélien, je te laisse la parole. Avec le micro. Merci de votre invitation et bonsoir. Quel âge a-t-on ? C'est une question qui est moins anodine qu'elle peut sembler l'être. À l'échelle des particules élémentaires, des quarks qui composent notre corps, nous avons l'âge de l'univers. À un peu plus grande échelle, à celle des atomes, nous avons l'âge des étoiles qui les ont synthétisés. Et à un peu plus grande échelle encore, à celle des molécules, donc de la complexité, donc de la chimie, donc du vivant, nous avons plutôt l'âge des aliments que nous avons ingérés. Nous sommes ce que nous avons mangé. C'est la question pour laquelle le problème de l'alimentation ne peut pas être un parmi d'autres. Il n'est pas secondaire, il n'est pas anecdotique. Il ne peut être abordé, je crois, que philosophiquement, ne serait-ce que parce qu'il se trouve à la confrontation, à la confluence de plusieurs axes qui sont dans une large mesure mutuellement incompatibles. D'abord, il y a une exigence sanitaire. On souhaite que notre nourriture porte notre corps dans un état de bonne santé. Ensuite, il y a un désir de plaisir, une dimension hédoniste. Et enfin, il y a évidemment un axe qu'on pourrait dire symbolique ou éthique. Il est nécessaire que ce geste ait un sens. Alors, pour faire face à cette multitude de contraintes qui s'excluent parfois les unes les autres, on voit émerger aujourd'hui dans le débat contemporain un grand nombre d'interrogations philosophiques. Par exemple, grâce à Corinne Peluchon, à Florence Burga et à d'autres. Mais je voudrais maintenant référer à un philosophe un peu plus ancien, de la seconde moitié du XXe siècle, Jacques Derrida, qui a abordé la question de l'animalité de façon transverse. Alors la tradition retiendra sans doute Derrida comme étant le grand déconstructeur du logocentrisme. Logos, ici, ce n'est pas la raison en général. C'est cette forme particulière de rationalité qui se veut englobante, totalisante, sûre d'elle-même, sans doute, presque hégémonique, pleine, offerte. Et Derrida infléchit en déconstruction du phallogocentrisme, c'est-à-dire la raison colonialiste de l'homme en érection, de celui qui bande parce qu'il va assujettir l'autre à la réalisation de son plaisir. Et enfin, Derrida complète en déconstruction du carno-phallogocentrisme, c'est-à-dire raison hégémonique du mâle et de son phallus, mangeur de viande. Mangeur de viande, non pas en tant qu'il aurait réifié les animaux, mais au contraire, en tant qu'il sait qu'il ingère la chair meurtrie de celui qui fut vivant et qui a été tué pour son plaisir et pour son désir. Alors, je crois que face à ce réseau de contraintes, il est aujourd'hui
assez clair que l'alimentation végétarienne ou végane apporte la meilleure solution. D'abord, du point de vue de la santé, des experts plus compétents que moi y reviendront, mais je crois qu'il est clair que l'excès d'alimentation carnée engendre un certain nombre de problèmes bien connus, vraisemblablement une recrudescence de cancer, qu'elle n'est pas adaptée aux dernières centaines de milliers d'évolutions de notre corps qui n'ont pas été habitués à une alimentation très riche en viande. Il n'est peut-être pas anodin de noter que quelques entreprises d'assurance envisagent aujourd'hui de diminuer les cotisations de leurs sociétaires végétariens. Croyez bien que ce ne sont pas des poètes. Et puis, à l'échelle plus globale, on sait qu'il faut 3 à 4 fois plus de céréales pour nourrir du bétail qui nourrira des hommes que pour nourrir directement les hommes. Donc, du point de vue de la situation de stress alimentaire dans laquelle se trouve la planète, l'alimentation carniste ne peut qu'être élitiste, c'est-à-dire égoïste. Le second point, c'est celui du plaisir. Alors bien sûr, il est beaucoup plus difficile d'argumenter parce que la question est alors hautement subjective. Pourtant, je crois que dès lors qu'on s'affranchit de l'image d'Épinal un peu pénible du végétarien seul avec ses 3 feuilles de salade, tous ceux qui ont essayé ce geste alimentaire ont, à ma connaissance, reconnu qu'il était très bon en réalité, que l'alimentation végétarienne, pour le dire dans un vocabulaire d'antan, est goûteuse, qu'elle est compatible avec les attentes des gourmets et des gourmands, qu'elle peut être très généreuse ou au contraire très diététique. Et puis, c'est un détail, mais peut-être pas tant que ça, il y a aussi une force symbolique en cela que même quand on accepte de manger de la viande, il demeure des tabous. On n'a pas ici en Europe maintenant envie de manger des yeux de chat ou des testicules de chien. Et en fait, quand la dent déchire la chair de la saucisse, on sait tous, même quand on mange de la viande, qu'on préfère ne pas savoir ce qu'on mange. Il y a toujours un dégoût latent. Et le fait que l'alimentation végétarienne permette d'échapper à ce risque ne veut pas tout à fait rien dire, parce que quelle que soit la manière dont elles sont préparées, les céréales de blé ou les pousses de soja ne dégoûteront jamais personne. Et évidemment, le plus important, c'est le troisième axe, l'axe éthique et symbolique. Alors c'est le plus important parce que qui aujourd'hui assume, en conscience et en connaissance, les milliers de milliards d'animaux qui sont vraisemblablement tués chaque année sans raison fondamentale? Qui assume les conditions d'abattage proprement consternantes, épouvantables, dont on sait qu'elles ne sont pas l'exception, mais la règle? Un nouveau témoignage insoutenable a été mis en ligne aujourd'hui. Qui assume ce qui est peut-être encore plus grave en fait, qu'avant cette mise à mort extrêmement effroyable, beaucoup des animaux en question n'ont pas même eu d'existence. Ce qui constitue presque un crime contre la vie, pourrait-on dire, contre l'essence de la vie, contre les prodromes de la vie. Et enfin, qui assume les conséquences proprement dévastatrices de l'industrie de la viande sur la planète, qui est plus polluante encore que l'industrie des transports et qui nous conduit presque inexorablement, avec d'autres, entendons-le, à une situation de catastrophe planétaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dont les générations à venir, si tant est qu'elles existent, nous tiendront vraisemblablement rigueur. Pourtant, force est de constater que nous ne le sommes pas. Je suis végétarien, beaucoup le sont dans cette pièce, mais nous ne sommes pas massivement, globalement, unanimement végétariens. Ça reste une mouvance marginale, c'est un fait. Pourquoi ? Je pense que la raison a trait à cette chose très simple qu'on appelle l'habitus. Alors habitus, non pas au sens de Bourdieu ou de Mauss, mais vraiment au sens originel d'Aristote. C'est-à-dire cette conjonction d'habitudes très importante dans les comportements alimentaires qui ont un rôle socialisant, et de vertu. Vertu, là encore, en son acception originelle, c'est-à-dire en tant que puissance d'agir. Il y a incontestablement une démonstration de puissance d'agir dans le fait de déchiqueter la chair de l'animal mort par notre décision au moment où on l'ingère. Et pourtant, cette violence, il faut la justifier. Et les axes de justification traditionnels sont essentiellement suivant 3 directions. La première, c'est ce que les végétariens appellent le cri de la carotte. Donc le cri de la carotte, c'est l'argument qui consiste à dire, après tout, les végétaux ont le droit de vivre aussi, ils souffrent aussi, donc pourquoi sauver spécifiquement les animaux ?
Alors cet argument est doublement non recevable, d'abord parce que dans l'état actuel des connaissances, les végétaux ne souffrent pas, au moins pas suivant les schèmes dont nous avons conscience. Et ensuite parce que quand bien même nous voudrions les sauver, il faut 3 à 4 fois plus de végétaux pour nourrir des animaux qui nourriront des hommes que si on se nourrissait directement avec les végétaux. Donc c'est factuel, pour sauver les plantes, soyons végétariens. Et puis, il y a quelque chose d'un peu indécent dans cet argument. Parce que vous savez, l'empathie soudaine des carnistes pour les plantes, c'est un peu comme celle des intégristes catholiques pour les droits des femmes. Il faut qu'il y ait une musulmane voilée dans la pièce, hein, sinon ça les intéresse pas beaucoup, cette question. Le deuxième argument, qui est traditionnel, c'est précisément celui de la tradition. Nous l'avons toujours fait. Alors ça, c'est évidemment le plus mauvais argument possible au niveau éthique. Parce que par la tradition, on pourrait justifier la domination des Blancs sur les Noirs, la domination des hommes sur les femmes. N'oubliez pas que le droit de vote des femmes est très récent. Donc revenons à la bonne vieille tradition de ces femmes qui ne s'expriment pas. Bon, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. On pourrait justifier le viol, on pourrait justifier la guerre. Rappelons-nous qu'elle a été pendant longtemps l'activité noble par excellence. Nous sommes définis par notre évolution. Et il y aurait évidemment quelque chose de la dissonance cognitive à accepter cette évolution partout, sauf dans le domaine alimentaire. Et le troisième axe de justification est le plus intéressant. Je crois que c'est le seul argument qui est parfois utilisé de façon honnête. Et qui finalement consiste à dire, après tout, les animaux, enfin certains animaux le font aussi. Les animaux mangent de la viande. Et après tout, ce serait peut-être une forme de spécisme que d'interdire à l'homme ce que nous autorisons aux animaux. Après tout, le végétarisme serait un anthropocentrisme qui s'ignore comme tel. Alors cet argument est juste dans sa structure, mais il est faux dans sa nature. Parce qu'il suppose, ou feint de supposer, que les prédateurs maximisent leur impact et leur destruction et leur mise à mort sur leur environnement. Ce qui est factuellement toujours faux. Les prédateurs tuent à la mesure de ce qu'ils jugent utile. Alors on a beau jeu de toujours rappeler ce cas extrêmement rare dans le règne animal, des chats qui effectivement parfois tuent des souris sans les manger. C'est vrai, ça existe. Très bien. Intégrons le plaisir dans ce qu'on juge utile. Il n'en demeure pas moins que les lions n'écrasent pas des fourmis. Donc, enfin pas volontairement en tout cas. Donc il est évidemment faux que chaque prédateur, pour exercer son être de nature, si tant est même que ce concept ait un sens, doive maximiser son impact sur l'environnement. La seule question qui se pose à nous, comme à tous les autres animaux, est de choisir le taux de mort donné que nous jugeons utile, sachant ce que nous savons. C'est la seule question pertinente. C'est un peu comme si on reprochait aux hommes de ne pas détruire la Terre alors qu'ils en ont le pouvoir par les bombes atomiques qu'ils recèlent. Ça n'a aucun sens. Nous n'exigeons jamais que nous employions maximalement les moyens à notre disposition. Alors je crois que dans cette situation, pour aller de l'avant, il faut recourir au droit. Je crois qu'il faut accorder des droits aux animaux. Parce que le légal, c'est le moment où on considère que l'éthique individuelle ne suffit plus. Et je crois que c'est aujourd'hui le cas. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'en tenir dans la sphère humaine où chacun fait ce qu'il veut. Non. On ne peut pas dire les parents tuent ou non leurs enfants, après tout chacun fait ce qu'il veut. Non, pourquoi ? Parce qu'une tierce personne est concernée. Parce que l'enfant est concerné et que le droit protège l'enfant, lui confère des droits alors même qu'il n'a aucun devoir. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut aujourd'hui reproduire. Évidemment, il y a un risque liberticide. Personne ne souhaite voir sa capacité d'action réduite par des lois. Mais je crois que de ce point de vue, il faut être clair. N'oublions pas que du point de vue de l'opprimé, c'est précisément la loi qui libère. Ça, c'est sûr. Et du point de vue de l'oppresseur, c'est-à-dire nous, je crois qu'en l'occurrence, c'est aussi la loi qui libère. Parce qu'en réalité, même égoïstement, nous aurions tout à gagner à un rapport apaisé avec les autres vivants. Je crois que cela ouvrirait même un très considérable champ de possibles et déploiement d'actions envisageables. Bien sûr, on ne doit pas exiger de nous une cohérence parfaite et infinie. Il y a de l'incohérence. La vie est incohérente. Je lisais ce matin des poèmes de Pier Paolo Pasolini, le cinéaste, qui était communiste et collectionnait les voitures de sport. Et je l'aime. Mais il y a un taux d'incohérence dans notre rapport contemporain à l'animal, du point de vue local et global, éthique et esthétique, logique et sémiotique,
qui n'est plus tenable. Qui n'est plus tenable par les conséquences qu'il engendre. Et je crois que c'est précisément à cette complexité qu'il faut aujourd'hui faire face, en prenant bien évidemment soin de ne pas reproduire les erreurs du colonialisme, c'est-à-dire de ne pas juger les espèces du point de vue de leur proximité avec l'homme, ce qui constituerait certainement le plus mauvais critère de choix. Donc je conclus en laissant les derniers mots à Jacques Derrida avec lequel j'ouvrais. Il écrivait dans De quoi demain ? La question de l'animalité n'est pas une question parmi d'autres. Difficile et énigmatique en elle-même, elle représente aussi la limite sur laquelle s'enlèvent et se déterminent toutes les autres grandes questions. Et tous les concepts destinés à cerner le propre de l'homme, l'essence et l'avenir de l'humanité, l'éthique, la politique, le droit, les droits de l'homme, le crime contre l'humanité, le génocide. Partout où quelque chose comme l'animal est nommé, les présuppositions les plus graves, les plus résistantes, les plus naïves aussi, les plus intéressées dominent ce qu'on appelle la culture, et en tout cas le discours philosophique prévalent depuis des siècles. Merci. C'est à moi. Bon. Alors c'est pas vraiment un très bon cadeau de me faire parler après Aurélien Barraud. Je vais faire de mon mieux, mais ça va être moins bon. Merci beaucoup pour cette introduction excellente, je trouve très très puissante. Tu disais que aucun carniste n'était dégoûté par le tofu ou par les. Je connais quelques contre-exemples. Donc voilà. Certaines personnes mangent quelque chose qui est vegan sans le savoir, et une fois qu'on leur dit, elles regrettent. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup à creuser, mais disons ça peut mériter une petite réflexion. Alors je vais essayer de vérifier si je suis bien en accord avec ce que je dis et avec les diapositives. Alors tu as parlé du carnisme, je vais en parler un tout petit peu. J'aime beaucoup Melanie Joy, vous la connaissez peut-être ou même sans doute. C'est une psychologue américaine qui vit maintenant en Europe, à Berlin, et elle a forgé il y a quelques années un concept, le carnisme, dans ce livre, mais d'abord dans un article qui était paru un petit peu avant. Et alors j'arrive pas à lire parce que c'est trop loin, mais grosso modo, peut-être, ouais, si c'est possible. Le carnisme, c'est cette, d'après elle, idéologie invisible qui conditionne les gens à manger certains animaux. Donc c'est donc elle propose une définition vraiment intéressante. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec sa définition parce qu'elle insiste beaucoup sur la notion d'invisibilité. Pour elle, on ne voit pas ce que l'on fait, on ne voit pas la mort et la souffrance des animaux autour de nous. Et c'est à cause de cette invisibilité qu'il y aurait déni. Alors je trouve qu'elle a raison quand elle parle de l'Occident, quand elle parle aujourd'hui, quand elle parle des grandes villes. Et je trouve que son concept est moins opérant quand on parle des campagnes dans d'autres pays du monde et quand on parle du passé. Ce qui fait que j'ai utilisé son concept de carnisme et je l'ai un petit peu modifié. J'ai donné une définition un petit peu plus lâche, on va dire, un petit peu plus large. Et quand j'avais travaillé sur ce texte, le végétarisme et ses ennemis, j'avais proposé une définition qui était l'ensemble des discours religieux, moraux, philosophiques, juridiques, écologiques aussi, qui justifient et même encouragent la consommation de viande et de produits d'origine animale. Donc, j'avais proposé quelque chose de plus large qui me permettait d'englober ça. Voilà, c'était un petit point de désaccord avec elle. Qu'est-ce que le carnisme ? Donc ça, c'est la définition que propose Melanie Joy, et elle explique que lorsqu'un carniste rencontre un végétarien, une végétarienne, quelqu'un qui est vegan, il y a trois arguments qui apparaissent très rapidement dans sa bouche. Le fait que la consommation de viande et de produits d'origine animale est naturelle, normale et nécessaire. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc naturel, c'est-à-dire les animaux, voilà, tu l'as expliqué, le lion mange la gazelle, donc on peut manger du foie gras ou des choses comme ça. Normal, on a toujours fait comme ça, et nécessaire, si on mange pas de viande pendant 3 jours, on va mourir dans d'atroces souffrances. Donc ce genre d'argument-là, alors ça peut être vraiment raffiné. Donc je sais pas si vous connaissez ça, ça a été assez à la mode sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années.
Donc sur les blogs, etc., antispécistes ou véganes ou végétariens, ça circulait. Donc en fait, il y a ces trois arguments-là qui peuvent être, disons, raffinés. Donc, j'arrive pas à lire, mais il y a des choses comme les canines, par exemple. Hitler était végétarien. Si tu te retrouves, Aurélien, sur une île déserte, eh bien, je parierais que tu mangerais de la viande pour survivre, du poisson, etc. Donc ce genre d'argument-là, ce genre d'argument-là, tout le monde en a fait l'expérience. Quand on s'est retrouvé à dîner avec son oncle, sa grand-mère, des amis, des collègues, etc. Donc là, ils ont explicitement utilisé le terme de carnisme. Il y a d'autres versions. Alors c'est la deuxième version, celle-ci. Ça, c'est en anglais, évidemment. Il y a des versions en français. Avec le Hitler était végétarien, que j'aime beaucoup. Il y a aussi des arguments que j'aime bien, c'est nous ne sommes pas des animaux, donc nous pouvons manger des animaux. Et nous sommes des animaux, donc nous pouvons manger des animaux. Je sais pas, c'est un sophisme assez intéressant. Ça, c'est en français. Il existe en espagnol, il existe en allemand. Donc c'est un petit jeu qui a fait le tour du monde. Donc, on peut spontanément se dire que cette question végétarienne ou les attaques des carnistes contre le végétarisme et contre le véganisme sont des choses récentes qui seraient apparues grosso modo dans les années 60 ou quelque chose comme ça, avec les hippies rêveurs sur le plateau du Larzac. Alors, ils mangeaient de la viande, peut-être pas tous. Bon, enfin, l'idée que c'est assez récent, que c'est pas quelque chose de sérieux, c'est plutôt quelque chose pour les femmes, c'est plutôt dominé par l'émotion. J'ai entendu plusieurs fois le végétarisme, le véganisme est un truc de fille. Voilà, j'ai quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Bon, il se trouve que ce bingo du carnivore ou cette liste d'arguments anti-végétariens, anti-véganes remonte non pas aux dernières décennies, mais en fait à l'Antiquité la plus reculée. Lorsque j'avais travaillé sur ce livre, Le végétarisme et ses ennemis, il me semble avoir trouvé l'ancêtre, en quelque sorte, le prototype du bingo du carnivore. Et on doit ça à ce philosophe grec, qui a vécu en Grèce et puis à Rome, qui s'appelle Porphyre de Tyr. C'est un philosophe néoplatonicien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et il écrit un long texte qui s'appelle De l'abstinence de la chair des animaux. Et dans ce texte merveilleux, qui est divisé en 4 chapitres, il commence par dresser la liste de tous les arguments qui sont employés à son époque contre le régime végétarien. Donc je me suis amusé à lister tous les arguments, et puis j'ai fait je les ai mis dans une espèce de petite grille comme ça, et on retrouve nos arguments actuels, enfin beaucoup d'entre eux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ah, vous arrivez à lire. Alors je connais un pythagoricien qui mange de la viande, oui. Ça c'est Antoine les bêtes que nos ancêtres ont permis l'état de société. Les végétariens sont ridicules, etc. Alors on va zoomer un tout petit peu. Si on ne mangeait pas les animaux, ils nous envahiraient. Alors c'est quelque chose qu'on entend encore. Moi j'ai entendu plusieurs fois. C'est un argument qui est très ancien, qui remonte au moins à Héraclide au IVe siècle avant Jésus-Christ. En fait, il faut se rappeler que les arguments écologiques aujourd'hui sont vraiment du côté des végétariens et surtout des véganes, mais jusqu'au siècle dernier, les arguments écologiques étaient plutôt du côté des carnistes. C'est-à-dire que pour des raisons écologiques, il faudra absolument continuer à manger de la viande, à tuer les animaux dans la forêt, etc. Même les animaux qu'on a domestiqués, parce qu'ils risquent de détruire nos récoltes, d'envahir nos villes, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir. L'argument écologique est très fort aujourd'hui au sein de la communauté végane, et en fait, il y a eu un retournement qui s'est produit assez récemment. Les légumes ont mal quand on les arrache de terre. De l'ancêtre de Cri de la carotte, pareil, un argument très ancien, donc tu l'as parfaitement expliqué. Quelque chose d'autre. Oui, les dieux ont voulu que l'âme des cochons soit en sel pour que le jambon puisse mieux se conserver. Ça paraît ridicule, mais ça a été un argument qui a été avancé, ou un exemple, on va dire, d'une théorie qui a été avancée surtout par les stoïciens. C'est l'une des plus grandes, des plus respectables, glorieuses écoles philosophiques dans l'Antiquité. Les stoïciens n'aimaient pas beaucoup les animaux, notamment Chrysippe. En général, on dit Chrysippe, mais pas du tout les animaux. Et Chrysippe défendait l'idée que les animaux en général, l'univers tout entier, donc les planètes, les rivières, les forêts, tout avait été créé par les dieux pour nous, parce que les dieux et nous avons en commun le logos. Donc le monde est intelligible, donc ça a été créé par des êtres intelligents, et seuls nous pouvons comprendre le monde. Donc il y a un lien très fort entre les dieux et nous, et tout le reste a été créé pour
pour nous faire plaisir. Donc il y a plusieurs exemples qui sont avancés. Par exemple, la laine des moutons. Donc la laine ne sert à rien, sinon à se faire des pulls. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont été avancées. Le cou des bœufs, des taureaux est fait de telle manière que les dieux savaient en les créant que nous allions avoir besoin d'eux pour tirer la charrue, etc. Et puis celui-ci, donc le corps du cochon est fait en sel, ou le cochon a une âme en sel, parce que ça permet effectivement de mieux se conserver. Ça donne à la chair du cochon ce goût inimitable. Voilà. Donc ça, c'est cette école stoïcienne. Elle a vraiment été très loin, elle a radicalisé l'anthropocentrisme, qu'on retrouve en fait aujourd'hui sous une forme un petit peu atténuée. Quand on dit les animaux sont faits pour ça, je pense que vous avez peut-être entendu ce genre de choses. En fait, quand on dit ça, c'est même si on est laïque ou agnostique ou je sais pas quoi, ils sont faits pour ça porte en lui une charge métaphysique en quelque sorte. On veut dire que de toute éternité, un dieu, des dieux ou la nature ou quelque chose a créé les animaux pour nous. Alors on parle pas seulement, je pense, des éleveurs, mais c'est dans l'ordre des choses. Et en fait, ça c'est un héritage, il me semble, des stoïciens et de quelques autres, enfin en tout cas pour l'Occident. Autre chose qui est qui est avancée par Porphyre, qui est mentionné par Porphyre puis par d'autres végétariens dans l'Antiquité, c'est le fait que leur régime alimentaire, leur mode de vie est quelque chose d'absolument ridicule. Alors il y a même donc ça c'est quelque chose qui est rapporté par Porphyre, par d'autres personnes, comme je l'ai dit. Il y a même des pièces de théâtre qui sont consacrées au végétarisme, plus précisément à certaines sectes philosophiques qui prenaient le végétarisme. Donc on se moquait d'eux. Donc il y avait un personnage, ça peut être un homme ou une femme qui était végétarien, et pendant 1h30, 2 heures, on se moquait de lui, etc. ou d'elle. Donc elle était trop sensible, elle honorait mal les dieux parce qu'elle faisait pas des sacrifices sanglants, etc. etc. Donc ça c'est un grand classique. Là, si vous êtes des végétariens, s'il y a des végétariens, des véganes ici, ils savent de quoi je parle. Ils sont les héritiers de siècles de moqueries et de plaisanteries. Alors pour Porphyre, c'est évidemment quelque chose d'incroyablement important, la question végétarienne et la question végane. Donc lui, il n'est pas végane, il est végétarien. Il pense qu'on peut établir une communauté. Il estime, comme Aristote et comme quelques autres, que on vit pas dans des sociétés humano-humaines, on vit dans des sociétés mixtes. Les animaux sont avec nous, autour de nous. Et il propose en quelque sorte de collaborer avec les animaux, en expliquant, ça c'est intéressant, c'est que les animaux sont pas vraiment nos employés, mais on est nous les employés des animaux. Donc quand on s'occupe des abeilles, par exemple, on est leur employé parce qu'on les protège des prédateurs, etc., la fausse teigne, etc. Et en protégeant les abeilles, on se paye, on est les employés, notre salaire c'est de prendre le miel. Voilà, donc il propose un système comme ça. Et comme tu l'as dit, comme c'est les dernières phrases de Derrida que tu as citées, la question animale, la question même végétarienne génère des questionnements absolument fantastiques dans plein de domaines, juridiques, moraux, anthropologiques, etc. J'ai une très grande estime pour Porphyre. Son texte n'est pas vraiment étudié en cours de philosophie. Il a été au programme de l'agrégation de philo il y a 4 ans, je crois. Il y a toujours un texte étranger ou un texte en latin ou en grec. Il était au programme, et c'est vraiment un texte extrêmement riche. Et quand on lit Porphyre, on se rend compte de l'actualité, ou de la modernité de Porphyre, ou plutôt le fait que nos questions aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, ont déjà été posées, discutées, traitées par des philosophes dans l'Antiquité. Alors j'ai beaucoup donc de respect, d'admiration pour Porphyre, mais je dois reconnaître qu'il a eu moins d'influence que certains autres, parce qu'il arrive à la fin de l'Antiquité, on est au 3e siècle après Jésus-Christ. Il a moins d'influence que ce philosophe-là. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, sa photo. Oui, j'ai entendu son nom. Donc c'est effectivement Pythagore, qui n'était pas seulement mathématicien, il était surtout connu dans l'Antiquité pour être philosophe, médecin, astronome, peut-être même astrologue. Il a inventé aussi la numérologie, paraît-il. Et il est surtout considéré comme le père de la philosophie. C'est Héraclite qui disait que c'est lui qui a forgé le mot philosophie. Donc, vous connaissez tous l'étymologie du mot philosophie. Si vous êtes allé au lycée, en terminale, on apprend l'étymologie, l'origine du mot philosophie. Et c'est Pythagore, on s'en rappelle un peu moins, qui aurait forgé le mot, parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un sage, mais comme un amant de la sagesse. Et
qu'est-ce que la sagesse d'après Pythagore? Donc il y a plusieurs choses évidemment, mais la philosophie antique, une composante extrêmement importante, ça a été bien montré par Pierre Hadot, peut-être un petit peu radicalisé sa position Pierre Hadot, mais en tout cas une dimension extrêmement importante dans la philosophie antique, c'est de réfléchir à la question suivante: comment dois-je me comporter? Que dois-je faire? Que dois-je faire dans ma vie quotidienne? Pour qui dois-je voter? Comment dois-je m'habiller? Que dois-je manger? Etc. Et quelle est la chose la plus importante dans ma vie au quotidien, disent Pythagore et les pythagoriciens. La première chose dans ma vie, c'est de ne pas prendre la vie des autres, de ne pas détruire la vie d'autrui. Donc, assez naturellement, Pythagore est une des grandes figures du végétarisme, et d'après certains, c'est lui qui aurait vraiment inventé le végétarisme. Donc il arrive un petit peu après Orphée, le semi-légendaire Orphée, qui lui aussi aurait été initié au mystère de l'au-delà, et en découvrant les mystères de l'au-delà, il aurait appris la question du cycle des réincarnations qui impliquerait de devoir être végétarien, parce que si on pense que ma grand-mère qui est morte avant-hier peut se réincarner dans un animal, je voudrais surtout pas manger ma grand-mère, en quelque sorte, en mangeant une poule ou une vache, etc. Donc là, Pythagore était un grand avocat du végétarisme, et là on le voit en train de prêcher à ses disciples l'abondance de fruits, de végétaux, et disons la monstruosité qu'il y a à tuer des animaux. Donc ça, en fait, c'est plus précisément pris c'est une mise en image d'un texte d'Ovide sur le végétarisme, donc à la fin des Métamorphoses, Ovide, fait par les Pythagore, qui donne un cours de philo, grosso modo, à Numa et à quelques autres. Donc on a pas mal de témoignages sur le végétarisme de Pythagore. C'est l'Antiquité, donc il y a toujours un petit peu des contradictions. Il y a certaines personnes qui disent qu'il n'était pas totalement végétarien, il faisait de temps en temps des sacrifices sanglants, mais l'immense majorité des témoignages tend à prouver qu'il était végétarien, et qu'il était même sans doute vegan. Donc on en a moins de témoignages, mais on en a un qui est extrêmement intéressant. C'est un témoignage de Philostrate, qui est un témoignage assez tardif, mais qui me semble extrêmement intéressant. Il dit ceci à propos de Pythagore: la terre produit tout pour les êtres humains, et s'ils veulent faire la paix avec les animaux, rien ne leur manque. Elle a pour eux des fruits, elle a des moissons. Cette bonne mère leur donne tout ce qui est nécessaire selon les saisons. Mais les hommes, sans respect pour elle, aiguisent le fer contre les animaux pour se vêtir et se nourrir. Pythagore, lui, il se comporte différemment. Pythagore, lui, a considéré comme pur tout ce que la terre a produit, et il en a tiré ses aliments. C'est en effet ce qui convient à la nourriture du corps et de l'esprit. Il a déclaré que les vêtements tirés des animaux sont impurs. Il s'est habillé de lin. Pour la même raison, il s'est servi de chaussures faites d'écorce d'arbres. Je trouve que c'est un texte intéressant, parce que les préoccupations super quotidiennes des végétariens et des véganes, en fait, on a l'impression que c'est des réflexions pratiques extrêmement récentes, etc. Mais on se rend compte que ces réflexions à la fois théoriques et pratiques étaient déjà faites par des philosophes grecs il y a bien longtemps. Donc véganisme, donc pas de produits d'origine animale, pas de vêtements d'origine animale. Certains textes montrent aussi que certains philosophes dans la lignée de Pythagore refusaient de prendre des médicaments qui comportaient des ingrédients d'origine animale. Pas de mauvais traitement sur les animaux familiers, donc les chiens, les chats. Un des premiers témoignages qui prouve l'existence de Pythagore concerne un moment où il intervient lorsqu'un homme frappe son chien, dit ne frappe pas cet animal. Et critique de la chasse, très violente, critique des sacrifices, qui est plus périlleux, parce que le sacrifice sanglant, c'est vraiment le moment où la société tout entière se réunit en Grèce. Donc il y a une charge politique, religieuse et sociale extrêmement forte quand on s'attaque au sacrifice sanglant de type alimentaire. C'est pour ça que les pythagoriciens, ou certains pythagoriciens, et surtout encore plus sans doute les orphiques, qui étaient aussi végétariens, étaient mis au banc de la société, étaient rejetés. Critique de la chasse, critique du sacrifice, et puis aussi critique de la pêche. Là, on a une représentation d'un épisode qui est rapporté par plusieurs biographes de Pythagore. Pythagore se promène un jour le long d'une plage, et puis il voit des hommes en train de jeter leurs filets. Donc, c'est des pêcheurs pour attraper un maximum de poissons. Donc, il est évidemment horrifié par cette scène très violente, évidemment, la pêche. Et puis il va au devant de ces pêcheurs. Il leur dit si je suis capable, il y avait plein de poissons. Si je suis capable de vous dire exactement le nombre de poissons que vous avez pris dans vos filets, est-ce que vous acceptez de m'accorder une faveur?
Voilà, il y a plein de poissons, donc c'est évidemment impossible hein, de dénombrer en un clin d'œil, en un coup d'œil le nombre de tous les poissons. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils disent bon bah vas-y, dis-nous combien il y a de poissons. Donc, Pythagore évidemment qui était très fort en maths hein, déjà donne exactement le nombre de poissons qu'il y avait dans les filets. Donc les pêcheurs comptent 1, et ils se retrouvent forcés de dire ah oui tu as raison. Nous allons donc t'accorder la faveur. Qu'est-ce que tu veux, Pythagore? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il dit bah moi je veux pas grand-chose pour moi, mais ce qui serait bien c'est que tous les poissons que vous avez pris vous les relâchiez, qu'ils puissent recommencer leur vie comme avant. Et les biographes expliquent que c'est un vrai miracle parce qu'ils sont restés longtemps sur le pont du bateau et une fois dans l'eau, ils ont réussi à retrouver la vie et à s'échapper. Là, c'est un miracle qui est assez intéressant. Donc, à cause de ce miracle, surtout dans son enseignement et surtout aussi en raison du prestige inouï de l'école pythagoricienne dans l'Antiquité, il y a énormément de débats qui se sont déroulés pendant des siècles et des siècles. Donc d'un côté les pythagoriciens, donc Pythagore évidemment, des gens comme Porphyre, des gens comme Ovide, comme Sénèque, comme Théophraste, Empédocle et bien d'autres, et puis de l'autre côté des stoïciens, les épicuriens, certains aristotéliciens. Donc en fait, cette question animale, elle est extrêmement importante parce qu'elle dépasse très largement le cercle un petit peu étroit des réflexions sur l'alimentation, puisqu'il y a des enjeux philosophiques, moraux extrêmement importants. Alors, une question que je me suis souvent posée, comment se fait-il que ces textes vraiment extrêmement riches, comment ça se fait que ces débats extrêmement poussés, parfois un petit peu féroces, aient été oubliés jusqu'à aujourd'hui? On n'en parle pas vraiment en classe de philosophie, on mentionne rarement ces réflexions-là. Alors évidemment, il y a plusieurs paramètres, mais disons, une des hypothèses que je formule dans mon livre, c'est l'importance l'influence du christianisme, particulièrement du catholicisme. Donc juste quelques petites images pour avoir à l'esprit une partie du problème. On voit le Christ ici qui est en train de pêcher avec ses amis, avec les disciples. Donc en fait, la pêche miraculeuse, c'est peut-être un des miracles les plus célèbres des évangiles. En fait, on dit qu'il y a une pêche miraculeuse, mais en fait, il y a deux pêches miraculeuses. Il y en a une au début de son ministère, on va dire, et puis une qui est juste après. C'est celle-ci, juste après sa résurrection. Donc là, c'est une mosaïque qui est très belle, mais disons, cette image-là qui est affreuse, elle est quand même plus précise, on va dire. Donc on voit le Christ qui a tué ou fait tuer un poisson. Il est en train de le préparer, il est en train de le cuire. Ses disciples, les apôtres, sont sur leur bateau et ils n'arrivent pas à attraper de poisson. Et le Christ leur indique un endroit où ils devraient jeter leur filet et attraper énormément de poissons. Et à l'issue de ce miracle, donc ils arrivent avec leur filet chargé de poissons et le Christ mange avec eux les poissons. Donc en fait, c'est disons une image très claire en fait du carnisme du Christ, carnisme qui en fait disons découle très naturellement de son spécisme. Il y a plusieurs passages dans les évangiles, notamment 2, où il explique qu'il y a une différence ontologique, une différence de nature, une différence essentielle entre les animaux et les êtres humains. C'était une différence qui était moins nette au sein du judaïsme, et donc le Christ explique très clairement que Dieu ne s'intéresse pas vraiment, alors pas du tout au sort des animaux, et c'est ce que formulera un petit peu plus tard saint Paul d'ailleurs. Et un miracle qui est très frappant, qui a été beaucoup utilisé par les théologiens catholiques, c'est le miracle de l'exorcisme à Gerasa. Donc on a le Christ qui est avec ses disciples et qui arrive le long sur la rive. Il est avec ses disciples en bateau et un jeune homme qui est possédé par une multitude de démons s'approche de lui d'un air menaçant. Et puis au dernier moment, il s'arrête, il se met à genoux et les démons qui sont en lui reconnaissent le Christ et il demande au Christ de les épargner. Donc il y a ce dialogue très célèbre où le Christ dit « Comment t'appelles-tu ? Mon nom est Légion », etc. Et les démons qui sont dans le jeune homme lui demandent de ne pas être détruits, mais d'être jetés dans le corps de ces pourceaux, de ces cochons qui sont en train de se promener sur la falaise. Donc c'est ce que le Christ fait, il accepte, donc il jette l'âme, ou l'esprit de ces démons dans le corps des cochons. Ils sont 2000 d'après saint Marc, donc c'est un épisode qui est rapporté par 3 évangélistes, et les cochons sont pris de folie.
deviennent fous et ils courent dans tous les sens, ils se jettent effectivement de la falaise. Et donc il y a 2000 animaux qui sont tués pour sauver en quelque sorte l'âme d'un seul être humain. Ça, c'est un exemple qui est très frappant, qui montre vraiment qu'il y a une différence de nature, une différence essentielle entre les êtres humains et les animaux. Alors ça a été commenté de multiples façons par les théologiens chrétiens, catholiques en particulier, c'est assez sûr, mais il y a quelque chose qui est vraiment très clair et net, c'est que ça ne compte pas. Les animaux ne comptent pas. Alors, ces questions, la question des animaux, de l'éventuel respect à l'égard des animaux, c'est une question extrêmement importante sur laquelle se sont penchés plusieurs théologiens, et le plus important pour notre civilisation chrétienne, c'est Saint Augustin. Saint Augustin, il s'est vraiment intéressé à la question végétarienne parce qu'il a été probablement végétarien pendant pas mal d'années, puisqu'il était manichéen. Donc, les manichéens, c'est une secte philosophique, un courant philosophique donc, le manichéisme, c'est très connu pour cette division entre le bien et le mal, deux principes opposés s'affrontent dans l'univers. Et il y a, je ne vais pas développer là-dessus, il y a quelque chose qui est très connu aussi et très pratiqué par les manichéens, c'est le végétarisme, voire aussi un refus de détruire certaines plantes, notamment les arbres. On ne détruit pas un arbre. Donc Saint Augustin, il s'est beaucoup penché sur ces questions végétariennes, et il réfléchit à cette question: qu'est-ce qu'on doit faire envers les animaux? Alors, est-ce que c'est la bonne? Oui, ça peut aller. Oui. Donc pour Saint Augustin, il n'y a aucun devoir envers si on est chrétien, si on est vraiment chrétien, il n'y a aucun devoir envers les animaux. Nous voyons et nous entendons à leur cri que la mort est douloureuse pour les animaux. Mais cela, l'homme le méprise dans la bête. Comme elle est privée de raison, elle est palliée à lui par une société de droit. Donc, pour Saint Augustin, il n'y a pas du tout de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de malaise à voir souffrir les animaux. Il assume parfaitement que les animaux souffrent et soient tués par les êtres humains. Et il assume pleinement parce qu'il explique que le Christ, par son enseignement, par son exemple, a montré qu'on ne devait pas respecter la vie et les vies des animaux. Il explique que le Christ a soigné, a pardonné à des hommes qui étaient mauvais, des hommes qui étaient pécheurs, et en revanche, il a tué beaucoup d'animaux qui étaient parfaitement innocents. Donc en fait, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'on ne doit aucun respect aux animaux. Et donc ça, cette position assez forte, qui est en fait aussi un prolongement de l'idée stoïcienne d'anthropocentrisme, avec l'importance du logos, va se prolonger dans toute l'histoire du christianisme jusqu'à une période récente, et c'est surtout le cas au sein du catholicisme. Alors là, je me suis amusé à regarder le catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est la dernière version qui date de 1992. Donc le catéchisme de l'Église catholique, c'est la dernière version en quelque sorte. Donc c'est la parole. Donc c'est le catéchisme de l'Église catholique est inspiré du Saint-Esprit. Donc les plus grands théologiens catholiques se réunissent et se mettent d'accord sur l'état de la foi, sur les rituels, les dogmes, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui concernent les animaux et l'environnement. Quelques paragraphes seulement. Celui-ci montre bien, disons, l'influence de Saint Augustin et de ses autres père de l'Église. Donc par exemple 2415, les animaux comme les plantes et les êtres inanimés sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité, passée, présente et future. Un petit peu plus loin, Dieu a confié les animaux à la gérance de celui qui l'a créé à son image, l'être humain évidemment. Il est donc légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection de vêtements. Un petit peu plus loin dans ce paragraphe, on peut les domestiquer, les animaux évidemment, pour qu'ils assistent l'homme dans ses travaux et dans ses loisirs. Les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement acceptables. Donc un peu plus loin, l'Église catholique explique que maltraiter vraiment le sadisme pur est à condamner, mais pour des raisons qu'a très bien montré saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'on parle de devoirs indirects, on n'a pas vraiment de devoirs envers les animaux, mais on a des devoirs indirects envers eux, parce que si on les torture trop, si on les torture, on abîme en quelque sorte notre humanité, et ça pose aussi certains problèmes, parce que si on est trop cruel envers les animaux, on pourrait l'être envers aussi d'autres êtres humains. Donc pour des raisons anthropocentriques encore, on a du respect pour les animaux, mais il n'y a pas de devoir, hop là, il n'y a pas de devoir
n'y a pas de devoir direct. Alors ça, cette position donc, de saint Augustin jusqu'à aujourd'hui, elle est assez claire. Elle a été renforcée par le fait que pendant les premiers consuls de l'Église catholique au 2e, 3e siècle, les végétariens ont été excommuniés. Il était interdit d'être végétarien pour des raisons morales. Les cathares ont eu des petits problèmes parce qu'ils étaient végétariens, pas seulement parce qu'ils étaient végétariens, mais disons leur végétarisme posait un problème d'ordre spirituel, d'ordre théologique. Plusieurs théologiens importants jusqu'à la fin du Moyen-Âge sont extrêmement hostiles au végétarisme. C'est aussi le cas dans le monde protestant avec Luther qui réfléchit à la question végétarienne et dit que les végétariens manque de reconnaissance envers Dieu qui leur a donné la vie des animaux pour se faire pour son propre agrément, pour son plaisir, etc. Alors ça peut paraître un peu étrange cette hostilité envers les animaux, surtout que l'Église catholique devrait prêcher la compassion, la charité, le bien. Voilà. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais en fait le problème il réside là, c'est parce que le Christ est le Dieu d'amour, donc le Christ est le Fils de Dieu et Dieu à la fois, mais parce que Dieu est amour, c'est une sorte de nouveauté du christianisme, parce que le Christ est amour, parce que Dieu impose la charité. Il y a un gros problème avec les animaux parce que dans le même temps, Jésus, lors de son passage sur terre, a été impitoyable envers les animaux. Il n'a jamais montré de respect pour eux, puis au contraire, il en a mangé ou fait tuer énormément. Donc si on rapproche, c'est la première image que j'avais montrée tout à l'heure à propos du christianisme, si on rapproche cette image des pêches miraculeuses avec cette image de Pythagore qui sauve les poissons, on a d'un côté un païen qui est plus charitable, en quelque sorte, qui élargit le cercle de la compassion, qui fait ça davantage que le Christ. Donc s'il y avait Pythagore et le Christ sur une barque, il y en a un qui dirait à l'autre respecte les créatures de Dieu parce qu'elles peuvent sentir, etc. Donc c'est un problème en fait qui est gigantesque pour le christianisme, c'est un problème théologique qui est absolument considérable parce que en étant végétarien, en étant vegan, en étant le cercle de la considération morale, en étant le cercle de la compassion, on se montre plus compatissant que Dieu lui-même. Donc en fait c'est l'existence même du végétarisme et du véganisme est un outrage au Dieu censé être infiniment bon. Et les théologiens comprennent très très bien la charge, comprennent très bien les dangers du végétarisme pour cette raison-là. Donc c'est pour cette raison-là, c'est la meilleure défense étant l'attaque, c'est pour cette raison-là qu'ils ont tapé sur le végétarisme et que je pense aujourd'hui au sein du monde catholique il y a vraiment une grosse méfiance à l'égard des végétariens et des végans. Alors, c'est moins vrai, peut-être un petit peu moins vrai récemment, quoique c'est moins vrai, ça c'est sûr, au sein du monde protestant, mais il y a vraiment cette méfiance parce qu'on se rend compte que le Dieu qu'on adore n'est pas si bon que ça, en tout cas il n'est pas si bon que d'autres philosophes de l'Antiquité. Alors, il me semble que c'est pas un hasard si c'est au XVIIIe siècle que les questions morales envers les animaux, la question végétarienne revient peut-être pas au premier plan, mais disons qu'elle redevient une question importante. Donc il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est peut-être pas centrale, mais une des raisons, c'est le fait que la déchristianisation commence à se faire sentir, notamment chez les élites intellectuelles, et donc on prête moins attention à ces mises en garde des pères de l'Église. Autre phénomène qui est très important au XVIIe, ça commence à la fin du XVIe, c'est très clair au XVIIe siècle, en France, en Angleterre, en Europe en général, XVIIIe et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Norbert Elias appelle la civilisation des mœurs, ou un processus de civilisation des mœurs. Donc les gens deviennent de plus en plus sensibles. En devenant de plus en plus sensible, on commence à avoir un malaise de plus en plus grand devant les boucheries, par exemple, ou devant des traitements particulièrement cruels envers les animaux. Ça, c'est quelque chose qui est noté par Diderot, par exemple. Diderot, il est pas végétarien, il est plutôt hostile, mais il remarque que les sensibilités ont évolué au cours du XVIIIe siècle. Il explique que les bouchers, par exemple, les charcutiers, les gens qui élèvent les animaux et les tuent, font des activités qui paraissent répugnantes aujourd'hui. Il dit la plupart de mes amis philosophes, la plupart des Parisiens seraient vraiment dégoûtés à l'idée de tuer un animal. Or, il y a quelques siècles, dans l'Antiquité, chez Homère par exemple, même au Moyen-Âge, il y a quelques années, explique-t-il, les gens faisaient ça sans aucun problème. Donc il y aurait une évolution des sensibilités.
Raison qui, d'après moi, explique beaucoup pourquoi le végétarisme, les questions autour de l'animal renaissent au cours du XVIIIe siècle en France, en Angleterre et ailleurs. Et ça pousse certains philosophes de premier plan, comme Voltaire, comme d'autres, à se poser vraiment des questions philosophiques sur ces questions-là. Alors, moi, j'aime beaucoup Voltaire, et j'avais fait une petite anthologie des textes pro-végétariens de Voltaire, qu'il a écrit à la fin de sa vie. Donc il est devenu végétarien, au moins temporairement pour des raisons de santé, à partir de 1761-62. Et puis dans ses textes théoriques, il en parle relativement beaucoup. C'est une question qui l'intéresse beaucoup. Et puis il voit aussi un moyen de taper sur l'Église en disant, regardez, le Dieu que vous adorez, en fait, il n'est pas vraiment compatissant si on le compare aux prêtres en Inde, par exemple. Alors, Voltaire s'intéresse beaucoup à ces questions-là, et quelque chose qu'il l'horrifie, il le répète à plusieurs endroits, c'est ces souffrances qu'on inflige aux animaux. Il y a quelque chose qui l'horrifie peut-être encore davantage, c'est le fait que personne, en fait, ne semble se poser la question. Ce qui est effroyable, c'est l'indifférence de ses concitoyens. Il y a une formule que j'aime beaucoup, il dit « c'est effroyable, les gens sont indifférents, et pourtant, qu'y a-t-il de plus abominable que de se nourrir continuellement de cadavres ?» Quand on réfléchit à ce qu'on fait, ou quand on réfléchit à ce qu'on mange, ou ce qui est proposé dans les épiceries, dans les restaurants, etc., c'est quelque chose d'assez perturbant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Voltaire, il s'intéresse à cette question végétarienne. Donc je vais essayer d'être rapide pour plusieurs raisons, et aussi parce que ça permet pour lui de traiter d'autres questions plus anciennes, comme la question du mal, la question de l'anthropocentrisme. Donc lui, il n'est pas vraiment anthropocentriste. Il pense pas que l'être humain soit le sommet, le centre de la création. Donc il a plusieurs manières de contester ça. Il explique par exemple qu'il n'y a pas on peut pas dire que l'être humain est au centre, parce qu'on peut pas dire que l'être humain mange les animaux de manière universelle. C'est pas une loi universelle. Peut-être que à Paris, ses amis philosophes riches mangent de la viande souvent, mais la consommation de viande n'est pas une pratique totalement universelle. Donc il prend le cas de l'Inde, par exemple. Il explique les moutons n'ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits et mangés, puisque plusieurs nations s'abstiennent de cette horreur. Il y a d'autres arguments qu'il va reprendre d'ailleurs de Porphyre. C'est un grand lecteur de Porphyre. Il explique qu'on n'est pas au sommet de la création, on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, parce que si on accepte que c'est celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire qui est le roi du monde, en fait on devrait plutôt adorer les requins et les orques ou les ours, parce qu'eux ils sont vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Il explique qu'avant l'époque de la civilisation, dans la savane, dans la forêt, etc., quand il y avait un être humain devant un ours, l'ours ne montrait pas vraiment de respect face à ce seigneur de la nature. Et Voltaire ajoute surtout si l'ours avait faim. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il y a plein de... Bon, j'ai pas trop le temps, je vais passer, mais disons, il y a vraiment des questionnements très pertinents, je trouve, de Voltaire à partir de cette question animale, à partir de cette question végétarienne. Autre philosophe qui s'est penché sur la question, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, il n'était pas végétarien, mais il faisait semblant de l'être. Ça, c'est assez intéressant si vous relisez les confessions, par exemple, ces textes biographiques en général, mais les confessions en particulier, il parle jamais de son goût pour la viande, c'est toujours caché. Donc il parle beaucoup de son goût pour les laitages, pour les fruits. Ça, c'est des nourritures qui sont bonnes pour l'esprit, mais le goût pour la viande qu'il avait vraiment, il est toujours passé sous silence. Par exemple, le mot viande n'existe pas dans les confessions, dans ces textes biographiques, alors qu'il décrit en général avec pas mal de précision les repas qu'il faisait. Donc il commence en général par décrire le dessert ou les fruits qu'il mangeait. Ça, c'est pas seulement, il s'intéresse à ces questions-là, pas seulement pour des raisons anecdotiques, parce qu'en fait, le système, ça c'est quelque chose que j'essaie de montrer dans le livre, le pilier en quelque sorte principal de l'anthropologie, de la philosophie de Rousseau, ce qui est, vous le savez, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le pervertit. Tout ça repose en fait sur le fait que nous sommes nous les êtres humains naturellement frugivores, naturellement végétariens, parce qu'en fait dans l'état de nature, on était totalement bon, on était compatissant, on avait de la pitié, etc. Donc on avait en fait une âme de végétarien. Mais pour qu'on ait une âme de végétarien, il fallait aussi qu'on ait un corps de végétarien, parce que sinon on aurait dépéri assez rapidement. Donc en fait, par exemple, dans le second discours, il y a toute une œuvre, tout un effort de Rousseau pour prouver que
on est naturellement des animaux herbivores ou frugivores. Donc il utilise des arguments qui étaient déjà un peu célèbres à son époque, l'argument de la forme des dents, la longueur des intestins. Il utilise d'autres arguments comme le nombre de mamelles, enfin le nombre de seins chez les femmes, qui en fait les animaux frugivores d'après lui ont moins de mamelles que les animaux carnivores, donc pour différentes raisons, parce qu'il est plus rapide. Par exemple, une tigresse par exemple ou une chatte va tuer plusieurs animaux très rapidement, elle va donner ça assez petit. Mais ça prend beaucoup de temps à une femelle frugivore ou herbivore de se nourrir, donc elle n'a pas le temps de nourrir 5, 6, 8, 12 petits. Donc ça, c'est des arguments assez intéressants qu'il a évoqués, mais en fait, il faut vraiment comprendre que le pilier, la clé de voûte du système rousseauiste, c'est comme il a une influence absolument considérable, repose sur cette chose-là, chose dont on ne parle pas beaucoup, le fait que nos dents, notre système digestif, etc., est celui d'un animal frugivore. Donc vraiment, ça ouvre des portes et ça absolument inattendu et ça pose des questions, il me semble, vraiment profondes. Alors, je me dépêche. Donc les choses vraiment avancent ou renaissent en ce qui concerne le végétarisme à la fin du XVIIIe siècle en France, c'est aussi le cas en Italie. Alors j'ai pris juste un exemple de ce grand cuisinier chef italien qui s'appelle Vincenzo Corrado, qui a en fait écrit le premier livre de recettes végétariennes à la fin du XVIIIe siècle. Lui, il est médecin, il lit d'autres médecins. Il n'est pas médecin. Il lit beaucoup ce qu'écrivent les médecins. Et certains médecins expliquent qu'il est bien meilleur pour le corps de manger très peu de nourriture d'origine animale, surtout la viande qui pose des problèmes. Donc il dit, bon, en plus j'aime beaucoup les animaux, je souffre quand je les vois souffrir, donc pour des raisons morales, pour des raisons de santé, aussi parce que je suis un grand cuisinier italien, je peux proposer des alternatives aux produits, au repas, aux mets classiques. Donc ça c'est le premier livre de recettes en Europe, enfin recettes végétariennes en Europe. Donc ça bouge en France, ça bouge en Italie, ça bouge en fait surtout en Angleterre. Maintenant le courant romantique, il y a beaucoup d'écrivains, de philosophes dans cette mouvance-là au tout début du 19e siècle qui s'intéressent à cette question animale et qui prônent très clairement le végétarisme. Et ça se formalise un peu plus tard en 1847 avec la création de la Vegetarian Society. Donc le mot végétarien a été inventé au tout début des années 1840, mais ça s'est vraiment popularisé avec la création de la Vegetarian Society en 1847. Donc elle se développe d'abord très bien, puis ça ralentit un petit peu, ça réaccélère dans les années 1880. Et comme il y a de plus en plus de végétariens et des restaurants végétariens qui s'ouvrent pas mal à Londres notamment et dans d'autres endroits, évidemment, il y a une réaction de la part des carnistes. Souvent, à chaque fois que les végétariens se font entendre ou davantage entendre, il y a une réaction carniste, ce qui paraît assez logique. Donc il y a pas mal de textes intéressants. Cet homme, c'est Henry Thompson, qui est un chirurgien, un grand médecin londonien. Et en fait, il s'est intéressé un petit peu à la question végétarienne. Il n'aime pas du tout les végétariens. En fait, il y a des végétariens qui ont utilisé ses travaux pour dire que c'était meilleur pour la santé d'être végétarien. Il dit non, vous avez mal lu mes textes, etc. Vous avez pris ce que vous aviez voulu prendre, etc. Et en fait, j'ai jamais dit qu'il fallait être végétarien. Au contraire, ça pose plein de problèmes pour la santé. Donc il va commencer à s'intéresser à cette question-là. Il va taper sur les végétariens d'un point de vue pour des raisons diététiques, mais aussi pour des raisons morales et écologique. Donc il a écrit deux longs textes sur cette question-là. Donc il explique, c'est des arguments qu'on retrouve aujourd'hui. En fait, les protéines végétales sont pas mal. Dans les pois, par exemple, c'est vrai qu'il y a pas mal de protéines, mais c'est beaucoup moins bon, c'est beaucoup moins riche que pour les protéines d'origine animale. Donc ça pose un problème. Des végétariens disent que les animaux sont maltraités. C'est pas vrai. Les animaux, on prend soin des animaux dans les élevages. On prend soin d'eux. On les protège des prédateurs. On les garantit du froid, les injures du climat, etc. Ils ont une mort qui est indolore, qui est bien moins douloureuse en fait que ce qui se passe dans la nature lorsqu'un prédateur tue. Quand un renard tue une poule, c'est beaucoup plus douloureux pour la poule que lorsque le boucher lui tranche la gorge. Des raisons aussi, il conteste aussi les arguments écologiques des végétariens. Il explique par exemple qu'il n'est pas vrai qu'on consomme beaucoup de végétaux pour produire un petit peu de viande. Il explique par exemple le cas de la vache ou des bœufs. Quand on laisse paître des animaux dans les champs, c'est une source
très sûr de nourriture, de protéines, parce que les rendements en blé, par exemple, sont super instables. Ça peut dépendre du climat. Il peut y avoir des années très très mauvaises. Mais lorsqu'on fait brouter des vaches dans un champ, on est sûr, au bout d'un an ou deux, quelques mois, d'avoir de la viande. Donc c'est certain. Donc, tandis qu'on dépend trop des cycles du climat, et c'est beaucoup plus sûr de nourrir des populations avec de la viande, parce qu'il n'y a pas d'alternance. Donc en fait, il y a beaucoup d'arguments qui sont assez intéressants, qui sont employés par Henry Thompson et quelques autres, et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment je trouve un débat très intéressant entre les végétariens et les carnistes. Alors, j'aime beaucoup Henry Salt, qui en quelque sorte formalise ces discussions dans un texte qui s'appelle The Logic of Vegetarianism. Et dans ce livre-là, c'est un livre de dialogue, donc c'est un petit peu socratique. Donc il y a 15 ou 20 thèmes. Et donc c'est un dialogue entre un végétarien, donc un gentil végétarien, et un méchant carniste. On ne dit pas encore carniste, mais c'est à peu près ça. Et évidemment, à chaque fois, le carniste se fait ramasser par les arguments logiques, moraux, philanthropes des végétariens. Et là, c'est vraiment très intéressant. Il y a des arguments que j'aime beaucoup chez Henry Salt. L'argument qui concerne l'économie. Donc il y a déjà les gens disaient qu'il était très dangereux d'adopter le végétarisme ou même le végétalisme, il y en avait un petit peu, parce que l'économie allait s'écrouler, parce qu'on allait perdre énormément d'emplois si on arrêtait de manger des animaux, etc. Donc Henry Salt explique non, c'est pas vrai du tout, on va s'adapter progressivement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et donc la société, l'économie va s'adapter, donc des industries vont disparaître, c'est vrai, mais d'autres vont apparaître, et donc on pourra parce qu'il y aura une demande plus forte, il y aura une offre qui va se diversifier, ça va engendrer plus de demandes, on va avoir une sorte de cercle vertueux qui va aboutir au végétarisme. Il explique qu'il y a déjà des entrepreneurs à Londres et en Angleterre qui ont inventé des chaussures sans cuir ou du savon sans suie, etc. Donc il y a plein de produits végétariens, etc., ou végétaliens qui existent, et donc on voit ça existe et ça va forcément se développer, il y a rien à craindre. Donc lui, Henry Salt, c'est un vrai partisan du végétarisme, pas du véganisme, le mot n'existe pas, mais il dit il y a certains véganes au sein de la Vegetarian Society, lui c'est un membre important de la Vegetarian Society, mais eux ils sont un peu dingues. Déjà ils font pas de la bonne publicité pour le mouvement, parce qu'en proposant des choses trop radicales, c'est pas bon d'un point de vue marketing pour la société végétarienne. Nous ce qu'on veut c'est que les animaux aillent mieux. Et si on commence à dire qu'il faut absolument arrêter de manger des œufs, du fromage, etc., les gens, ça va les braquer, ils vont jamais adopter le végétarisme. Donc c'est absolument contre-productif, donc il faut vraiment être très clair. Puis de toute façon, il dit qu'on fait pas du tout de mal aux vaches quand on prend leur lait. Donc il y a pas on ne tue personne. Donc les véganes exagèrent. Alors ça c'est un tout petit peu l'avis de cet étudiant en droit dans les années 1880 à Londres. Je sais pas si vous le reconnaissez là. Voilà, ouais, c'est pas super difficile, là c'est encore plus simple. Donc Gandhi, lui, il arrive à Londres en 1888, si je me trompe pas, et il est pas vraiment végétarien. Enfin, il est pour des raisons religieuses, parce qu'il a promis à sa mère qu'il mangerait pas de viande en Angleterre, mais en fait, il est pas vraiment végétarien. Au contraire, il pensait promouvoir la consommation de viande quand il rentrerait en Inde. Parce que, d'après lui et quelques autres, c'était une idée qui se développait un petit peu à l'époque, les Anglais ont colonisé l'Inde parce qu'ils mangeaient de la viande, donc la viande les rendait plus forts, plus intelligents peut-être, plus féroces, et ils avaient réussi à dompter en quelque sorte les Indiens qui étaient trop mous, qui étaient trop gentils, etc. Donc il faudrait libérer l'Inde en adoptant le régime des oppresseurs, c'est-à-dire le régime des Indiens. Donc ça, c'est ça ce qu'il avait en tête quand il est parti à Londres. Bon, il a dit je ferai jamais ça du vivant de mes parents parce qu'ils vont devenir dingues, parce que manger de la viande dans le coin d'Inde où il était, alors que c'était influencé par les Jains, c'est absolument épouvantable. Donc il dit bon, j'attends que mes parents meurent et après je me lance dans la libération du peuple indien. Donc il n'est pas vraiment végétarien d'un point de vue moral, mais c'est en lisant Henry Salt en Angleterre qu'il découvre les arguments moraux en faveur du végétarisme. Ça, c'est un retournement qui est assez intéressant, et il dit je tombe sur cette brochure dans un restaurant végétarien, et là il dit mes yeux s'ouvrent, et là je comprends que la question animale est une question absolument essentielle. Et donc du jour au lendemain, j'arrête de manger de la viande, il se rapproche de la Vegetarian Society, il devient un membre, et puis un membre actif, et surtout il écrit beaucoup d'articles pour eux, enfin plusieurs articles pour eux. Et il a écrit énormément d'articles dans sa vie. Donc les tout premiers sont dans la revue de la société végétarienne. Mais il n'est pas d'accord avec Henry Salt en ce qui concerne les vaches, le lait et les œufs. Pour lui, il y a vraiment un problème moral. Le principe de l'élevage est mauvais. Même pratiquement, si on veut vraiment être
d'où compatissant avec les animaux, il faut en finir totalement avec l'élevage, surtout à grande échelle, parce qu'il est impossible de bien traiter les animaux, de leur épargner toute souffrance dans les élevages, avec un nombre d'animaux important. Donc en fait, il devient végétalien, on va dire, quelques années plus tard, lorsqu'il se trouve en Afrique du Sud, et il lit une brochure qui parle des conditions d'élevage des vaches en Inde. En fait, il y aura certaines pratiques assez cruelles qui consistent à introduire des sortes de paille dans l'utérus des vaches, etc., pour, en quelque sorte, récupérer les dernières gouttes de lait dans les pieds. Donc en fait, il lit ça, il est bouleversé, il dit non, ça ne va pas. Donc il devient végétalien, il écrit beaucoup sur le sujet, et c'est une des phrases, il parle beaucoup de ces questions-là dans ses œuvres. Il y a une des phrases qui est très, très courte et puis qui dit bien ce qu'elle veut dire. Le lait n'est rien d'autre qu'une sorte de viande et l'homme n'a aucun droit de le prendre. Donc ça, c'est vraiment une question importante au sein de la Vegetarian Society. Il y a déjà des gens à cette époque-là, donc à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, qui disent que le végétarisme n'est pas suffisant ou n'est pas cohérent. Donc il faut aller plus loin. Si on est vraiment cohérent, on devrait en finir une fois pour toutes avec l'exploitation des animaux. Ça, c'est une position qui est celle de Donald Watson. Je pense que vous voyez qui c'est, Donald Watson? Non, pas vraiment. Vous voyez pas qui c'est. C'est pas très grave. Donald Watson, c'est quelqu'un qui a un rôle important dans l'histoire du véganisme, parce que c'est lui qui a inventé le mot vegan. Donc, il était au sein de la société végétarienne et il a repris les arguments de Gandhi et de quelques autres en disant ça n'est pas logique. Un végétarien conséquent doit devenir quelque chose d'autre, un végétalien. Donc en fait, il claque la porte en quelque sorte de la société végétarienne. Il fonde son propre magazine, son propre mouvement. Il a besoin d'un mot. Et il utilise le mot, il part du mot végétarien, il prend la première syllabe, enfin les 3 premières lettres, les 2 dernières, il les combine et il crée ce petit mot vegan que vous connaissez tous. Beaucoup de travail en préparation à l'avant. Je ne suis pas moqué de vous, hein, vraiment. Voilà, donc il explique en fait le point de départ du végétarisme et la finalité du végétarisme, c'est en fait le véganisme. Point de départ parce qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux. La réalisation concrète du végétarisme, ça doit être l'abstinence totale de l'exploitation des animaux et l'utilisation d'aucun produit qui vienne de. Donc il crée ce mot-là en octobre-novembre 1944 et paraît la Vegan News, donc c'est la première revue vegan, et c'est un document historique en quelque sorte parce que c'est la première fois que le mot vegan est écrit comme nom et comme adjectif. Est-ce que je suis très en retard? Je pense que oui. J'ai perdu mon chronomètre, mais j'imagine que j'ai largement dépassé la limite. Quelques mois après, oui, il faut que j'arrête maintenant. Maintenant? Ok, 5 minutes, ah bah c'est beaucoup. 5 minutes, parfait. Ah bah non, il faut manger aussi. Alors, très rapidement, quand on réfléchit, il y a beaucoup de débats en ce moment autour du véganisme et de l'antispécisme. Donc il y a des gens, et à juste titre, qui considèrent que le véganisme s'est dévoyé aujourd'hui parce que c'est simplement un mode de consommation et du consumérisme, etc. On est très content qu'on trouve des crèmes au chocolat vegan dans les supermarchés, mais on oublie un petit peu le sort des animaux dans les abattoirs. Je vois certains qui sont d'accord avec ça, j'imagine. Et en fait, c'est des critiques extrêmement intéressantes, je trouve. Et en fait, quand on regarde un peu l'histoire du mouvement vegan depuis 1944, on se rend compte que le sens du mot vegan s'est effectivement un petit peu dévoyé. Pour Leslie Cross, qui est le président qui succède à Donald Watson, il faut aller plus loin. Il explique que Donald Watson était un petit peu mou, il parlait trop des questions alimentaires et pas des questions philosophiques ou morales. Et Leslie Cross explique en fait il faut assumer clairement ce qu'on veut quand on est vegan. Et pour lui, il y a des oppresseurs, et il y a des gens qui oppriment les êtres humains et des êtres qui sont exploités, les animaux. Il faut vraiment comprendre que le rapport homme-animal, c'est un rapport de domination, c'est un rapport de maître à esclave. Et le principe du véganisme, c'est un principe d'émancipation, de libération des animaux. Donc, le vrai véganisme ne doit pas se cacher derrière son petit doigt, doit clairement affirmer
l'abolitionnisme, en fait, en quelque sorte. Voilà. Moi, j'ai une citation que je vais pas lire, et puis en plus j'ai un accent anglais épouvantable, donc ça va vous faire mal aux oreilles. Eh bien, j'ai 4 minutes pour parler du carnisme aujourd'hui. Évidemment, comme le mouvement vegan prend de l'ampleur je trouve que ça s'est vraiment accéléré depuis 3-4 ans, en France en tout cas. Je crois que c'est lié beaucoup aux réseaux sociaux, c'est lié aux vidéos de L214. Bon, il y a d'autres paramètres, et donc en fait, l'opinion publique est de plus en plus intéressée à ces questions-là, et évidemment, il y a à chaque fois qu'il y a le végétarisme, le véganisme se développe, une contre-attaque des carnistes. Donc juste quelques auteurs là. Donc ça, eux, c'est vraiment des carnistes classiques, on va dire. Donc il y a Paul Ariès à droite et Jean-Marie Meyer. Je sais pas si vous connaissez, je pense celui qui est à droite, Ariès, peut-être moins Jean-Marie Meyer. Jean-Marie Meyer, c'est un professeur de philosophie en Hippocane, Icagne à Paris. Il a écrit un livre qui s'appelle Nous sommes des animaux mais on n'est pas des bêtes, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment du carnisme pur et dur. Donc c'est un philosophe qui est chrétien, je crois qu'il est un philosophe chrétien. Il est dans la droite lignée de Saint-Augustin, de Saint-Paul, etc. Il y a une différence ontologique radicale. S'intéresser au sort des animaux, c'est bien, mais si on va trop loin, on pervertit le message du Christ. Il y a quelque chose d'obscène à donner des droits aux animaux. On ne comprend pas l'unicité, la particularité de l'espèce humaine au sein du cosmos. Et, bon, grosso modo, tous les éthologues qui cassent cette frontière ontologique, en fait, se trompent complètement. Ils font fausse route. Donc, Paul Ariès qui a écrit ce livre, je trouve que le titre est assez révélateur, on comprend bien de quoi il s'agit. Il explique que ça commence très fort dès les premières pages. L'éthique animale est une discipline obscène, abjecte, qui se répand notamment aux États-Unis, dans les corpus américains. Il faut vraiment mettre un terme à ça parce que c'est la destruction de l'idée d'humanité, et ça on veut évidemment pas ça. Donc deux philosophes, il y en a un qui est athée, l'autre qui est chrétien, qui en fait prolongent sans le savoir totalement, disons, cette tradition stoïcienne et chrétienne. C'est le cas de gens comme Janine Chanteur ou Luc Ferry, en fait, qui sont des humanistes, plus ou moins métaphysiques, mais il y a cette tradition-là qui est évidemment assumée ou ils ont prolongé. Alors, dans le titre, j'avais parlé du néocarnisme. Là, aujourd'hui, c'est une position qui est, je trouve, ultra majoritaire dans les médias ou dans la société française. On n'est pas vraiment sur les thèses, on n'est plus vraiment, je trouve, sur les thèses de Paul Ariès ou de Jean-Marie Meyer qui ne veulent rien donner aux animaux. En tout cas, c'est encore plus clair chez Jean-Marie Meyer, je trouve. On n'est plus vraiment dans cet état-là, c'est-à-dire que la prise en compte de la souffrance des animaux, quelque chose qui est devenu, pour certains, ridicule, mais grosso modo, ça devient de plus en plus sérieux. Et donc, il y a ce qu'on appelle cette dissonance cognitive, ce malaise à manger des animaux d'un côté et à être ému lorsqu'on voit les images qui sont fournies, qui sont prises dans les abattoirs. Donc il y a quelque chose de nouveau, je trouve, qui se produit depuis quelques mois, depuis quelques années. C'est ce développement de ce qu'on appelle, je crois que Mélanie Joy parle aussi de néocarnisme, c'est-à-dire d'idée le principe de l'élevage n'est pas ok. Vous voyez tout ce qu'est le néocarnisme. Le principe de l'élevage ne doit pas être mis en cause. Ce sont seulement les abus qui sont condamnables. Mais là, c'est une position qui est développée je trouve, le mieux par Jocelyne Porcher. Et en fait, elle est vraiment invitée. C'est une spécialiste évidemment, mais elle est considérablement invitée chez les médias et son discours porte énormément parce qu'elle comble, je trouve, le problème et qu'elle résout cette dissonance cognitive en disant un élevage local, de proximité, où l'éleveur égorge gentiment son animal, etc. Ça, c'est un modèle qui est viable. Ça peut tout résoudre. Et là, à mon avis, c'est la meilleure solution actuellement à ce malaise qu'on éprouve tous, c'est-à-dire moralement, spirituellement, intellectuellement. Et on ne veut pas se passer de son steak, évidemment. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter, je suis le docteur Jérôme Bernard Pellet. Je suis à la fois médecin généraliste et médecin nutritionniste et je me suis sous-spécialisé dans les alimentations végétariennes et végétaliennes. Donc, pour continuer cette conférence, le végétarisme a-t-il un problème? Alors, nous avons vu qu'il avait de nombreux problèmes. Et donc, nous allons voir s'il y a aussi des problèmes par rapport à la santé. Donc le titre qui a été choisi pour cette thématique, c'est Végétarisme et santé, une contradiction, point
d'interrogation. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous donner le protocole de recherche que j'ai utilisé pour répondre à cette question. Bon, les avis sont divers. Le paradigme dominant, l'avis majoritaire jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était que la viande était nécessaire pour vivre. Bon, et maintenant, c'est une idée qui est complètement tombée. Hein. Maintenant, c'est vraiment rare les médecins qui disent qu'il est indispensable de manger de la viande pour rester vivant, mais il y a 20 ans, ça se voyait. Hein. On m'a montré un vieux reportage de 1995 où, sans rire, un médecin disait à une végétarienne que, bon là, elle avait arrêté de manger de la viande et qu'un jour, elle allait mourir. Voilà, carrément. Voilà, c'est une idée qui pourrait paraître ridicule maintenant en 2018, mais en 1995, à la télévision française, on disait ça, et ça... Oui, 1995. Voilà. Alors, par contre, en 2018, on dit toujours ça, enfin certains médecins disent toujours ça par rapport au végétalisme. Voilà, donc je vais répondre aux deux questions, à la fois la question du végétarisme et du végétalisme. Alors, je vais commencer d'ailleurs à définir ces deux mots. C'est important puisque la définition n'est pas claire pour tout le monde. Il y a des nutritionnistes, il y a des médecins à l'hôpital Necker, parce que je suis originaire, je travaille dans la région parisienne. Bien à l'hôpital Necker, qui est un grand hôpital pédiatrique à Paris. La diététicienne en chef de l'hôpital, pour ses menus végétariens, met du poisson. Voilà, c'est important quand même de se mettre d'accord sur la définition. Donc par définition, la définition utilisée en tout cas par les scientifiques qui publient dans les grandes revues médicales, c'est que les ovo-lacto-végétariens s'abstiennent de consommer toute chair animale, et on compte le poisson, mais aussi tous les fruits de mer parmi ce qui est considéré comme étant la chair animale. Donc par définition, dans la définition retenue par les médecins, le végétarien ne mange bien sûr pas de viande rouge, pas de volaille, pas de poisson et pas non plus de fruits de mer. Alors, c'est une définition. La définition de l'alimentation végétalienne ou végane, c'est une alimentation 100% végétale. Voilà, ça c'est la définition positive. La définition négative, c'est une alimentation qui exclut tout produit d'origine animale. Donc c'est comme le végétarien, mais en plus, il y a une non-consommation d'œufs, lait et produits dérivés. Voilà. Alors, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est tout simplement d'interroger une grande base de données d'articles qui est la base Medline, qu'on peut interroger via son interface d'interrogation PubMed, qui est accessible à tout un chacun, pas uniquement aux médecins. Alors c'est une décision un peu politique qui a été prise dans les années 95-96. On a décidé d'ouvrir cette base de données gratuitement à tout le monde. Voilà, et c'est géré en fait par la Bibliothèque nationale américaine. Dans la façon d'indexer les articles scientifiques, ça marche pas tout à fait comme Google. Il y a des concepts, il y a une liste limitée de concepts médicaux. Donc lorsqu'un bibliothécaire américain indexe un article scientifique dans la base, il va choisir des concepts, alimentation, cancer, infarctus par exemple, végétarisme. Et donc j'ai extrait de cette base tous les articles qui parlaient des concepts d'alimentation végétarienne, le concept d'alimentation végane ne faisant pas partie du dictionnaire. Voilà. Donc tout un chacun peut s'informer comme ça à la source de l'information et voir un petit peu ce qu'il en est. Et alors, je ne vais pas commencer par la conclusion, mais si ça marche pas, si c'est bon. Je dois dire qu'il y a un fossé entre ce qui est écrit noir sur blanc dans la littérature médicale scientifique et ce qui est dit dans les médias par des personnes qui connaissent un petit peu moins le sujet, ce qui est normal puisque plus on s'éloigne de la source de l'information, plus le message est déformé. Alors, je vais commencer par parler des aliments à la base du végétarisme, mais je vais être assez court sur le sujet parce que ce n'est pas le cœur de la présentation. Alors, les aliments les plus basiques sont souvent les meilleurs. Là, les aliments que je vous présente, ce sont à la fois des aliments qui vont apporter tous les nutriments nécessaires au corps,
mais en plus ce sont des aliments qui ont la prétention pour être bons pour la santé, puisqu'il y a plein d'aliments qui sont techniquement végétariens, mais qui n'ont absolument aucune prétention par rapport au maintien de la bonne santé. Je pense par exemple aux chips. Bon, les chips n'ont aucune prétention particulière. Et autres junk food. Alors, voici une petite liste des groupes alimentaires qui ont la prétention de vous nourrir complètement, presque complètement, parce qu'on va voir l'exception de la vitamine B12. Donc, il s'agit des légumes, des légumineuses, les céréales, les fruits, les oléagineux, auxquels on peut rajouter aussi des groupes alimentaires un peu annexes, champignons, épices, herbes aromatiques. On pourrait aussi rajouter les algues, mais c'est pas dans notre culture, c'est plutôt dans la culture japonaise. On pourrait rajouter aussi les feuilles, mais là c'est pas du tout dans notre culture. Il y a très peu de cultures qui consomment les feuilles de certains arbres, mais ça existe aussi. Donc voilà les aliments de base que mangent les végétariens et végétaliens. Et en plus, bien sûr, les ovo-lacto-végétariens vont consommer des œufs et des produits laitiers. Alors, je vais passer rapidement sur les avantages et inconvénients de ces différents groupes alimentaires. J'ai un peu de mal à passer. Alors, je ne sais pas où est le capteur, en fait. Le capteur, il est sur le... J'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est ça? Ah oui, ça c'est ma faute. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, forcément. Alors, en fait, les légumes contiennent très peu de macronutriments. Les macronutriments, c'est tout ce qui est glucides, lipides, protéines. Il y a très peu de ces choses-là dans les légumes. C'est essentiellement de l'eau, des fibres alimentaires, des minéraux, des vitamines. Alors, c'est important parce que comme l'alimentation moderne a tendance à être carencée justement en minéraux et en vitamines, c'est utile. Comme aussi nous avons tendance à être en surpoids, pas tous, mais certains d'entre nous, ça aide à contrôler son poids vu qu'il y a très peu d'énergie dans les légumes. En plus, ils ont l'avantage de faire baisser un phénomène qui est devenu très fréquent, parce que lorsque vous mangez, assez souvent dans la culture occidentale, il y a des aliments qui font beaucoup monter le taux de sucre après les repas. Et les légumes vont ralentir ce phénomène. Globalement, les légumes ralentissent la digestion, ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, la digestion et l'absorption des nutriments. Alors ça a été, ça devrait être la colonne vertébrale de l'alimentation et pas simplement celle des végétariens, et ça s'est beaucoup perdu. Pendant longtemps, le plat de Fayot, c'était le plat de base des Français. Dans d'autres cultures, c'était d'autres colonnes vertébrales. Hein. C'était le maïs en Amérique du Sud, le riz en Asie, etc. Et la consommation a été divisée par 10 à peu près entre les années 50 et maintenant. Et c'est dommage. Alors, les légumineuses ont la propriété de fixer l'azote de l'air en travaillant en collaboration avec des bactéries, ce qui est un gros avantage pour les agriculteurs. Mais c'est aussi un groupe alimentaire qui est très intéressant sur le plan nutritionnel, avec une faible capacité à faire monter le sucre après les repas, ce qui est important. Et les protéines dans les légumineuses, c'est des protéines qui sont absolument formidables. Elles peuvent être un tout petit peu limitées en un acide aminé essentiel qui s'appelle la méthionine. Mais comme on a des doutes sur la quantité optimale de méthionine, probablement on a surestimé l'optimum dans ce domaine, du coup, moi je considère que les protéines dans les légumineuses sont parfaites, voire meilleures que celles qui sont dans la viande. Voilà. Et il y a une efficacité prouvée pour prévenir le diabète de type 2. Alors, les céréales sont surreprésentées dans notre alimentation. Alors, surtout les céréales raffinées. Alors, c'est pas un hasard si je vous ai mis du riz noir. Idéalement, dans un monde parfait, il vaudrait mieux consommer les céréales sous forme complète avec l'écorce, mais ce n'est pas la pratique dominante. Alors, les 3 céréales qui se sont imposées, grâce aux subventions, il faut le dire, c'est maïs, blé et riz. Mais il y en a d'autres. Il y a énormément de céréales différentes dans le monde, qui sont moins consommées dans nos cultures qu'il était à une époque. Et enfin, autre groupe alimentaire très important, les fruits.
surtout si on aime le sucré, si on veut avoir le plaisir du sucré, les fruits sont fondamentaux dans l'alimentation. C'était considéré comme la meilleure forme de dessert que l'on connaisse actuellement. Très peu de protéines, très peu de lipides. Il y a par contre des glucides sous forme de fructose. Riche en minéraux, vitamines, en fibres alimentaires. Donc là aussi, ça a la prétention d'être bon pour la santé. Ça n'a pas la prétention de protéger du diabète à cause du fructose. Les fruits font monter le taux de sucre après les repas, mais moins que le sucre raffiné. Alors ça aussi, c'est un groupe alimentaire mal aimé. C'est un peu comme les légumineuses. Il y a une insuffisance de consommation dans la population des oléagineux. Alors d'abord, je vais définir ce que sont les oléagineux. Il y a deux sous-groupes. Alors d'abord, le groupe des noix, sauf que le terme noix n'a pas tout à fait le même sens en français et en anglais. Et c'est vrai qu'en science, on est très contaminé par la langue anglaise, je le confesse. C'est vrai qu'en français, le mot noix, ça veut dire noix de Grenoble, justement. On est à Grenoble, ça tombe bien. Ces noix qui ont une forme de cerveau. Mais en anglais, c'est un terme plus générique qui va désigner aussi noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, noix du Brésil, etc., etc. Et ce groupe alimentaire est délaissé parce qu'il est très riche énergétiquement, donc on a peur que ça fasse grossir, ce qui est en partie faux. Sur le papier, c'est très riche énergétiquement, mais on a remarqué que ça faisait baisser la mortalité cardiovasculaire. Il y a une étude qui sort au moins une fois tous les 2 ou 3 ans pour redémontrer ça. Et donc, c'est à encourager dans l'alimentation. Et en plus, c'est une très bonne source de protéines. Voilà. Alors, donc le végétarisme a-t-il un problème ? Souvent, la première question que va se poser une personne qui voit son enfant devenir végétarien et qui du coup s'inquiète beaucoup, ou qui veut le devenir elle-même, c'est les carences. Voilà, on se dit il va manquer beaucoup de choses dans une alimentation végétarienne et ça va être un vrai problème. C'est une question légitime parce que comme les végétariens sont une minorité, l'alimentation végétarienne, quelque part, elle a un challenge vis-à-vis de l'alimentation qui est la plus répandue. Donc l'inconnu fait peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu. C'est une réaction saine. Donc je vais répondre à cette question. Alors cette question doit être relativisée. Je pense qu'il y a trop d'anxiété par rapport à ça. Alors j'ai essayé d'être le plus objectif et global que possible. Et en fait, on fait un postulat qui est faux. Le postulat qu'on fait, c'est que l'alimentation conventionnelle, l'alimentation qui est consommée par la majorité de la population, n'est pas carencée, et c'est archi faux. Alors ça a été bien démontré par le professeur Serge Herzberg dans son étude Suvimax qui a été publiée en 2003, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il y a des carences vitaminiques dans la population. Alors, sur le tableau, grosso modo, donc, il y a à peu près 10% de carences en vitamine B9 dans la population, 30% de carence en vitamine C dans la population, 80% de carence en vitamine D, 70% de carence en magnésium, là c'est pas dans le tableau. Donc en fait, la plupart d'entre nous ont des carences, mais il n'y a pas vraiment de politique de santé publique pour résoudre le problème. Je trouve ça dommage, mais c'est une réalité. Donc l'alimentation courante est très imparfaite. En général, l'alimentation classique, elle est trop riche en macronutriments, trop riche en protéines, glucides, lipides, et elle a tendance à être trop pauvre en plusieurs micronutriments, dont ceux que je viens de citer. Je rajouterai aussi les fibres alimentaires, qui sont une sorte particulière de glucides, qui n'est pas digéré, mais qui a des propriétés intéressantes pour la santé, pour faire baisser le cholestérol, pour diminuer le cancer du côlon, etc. Donc cette question des carences, en fait, elle concerne tout le monde. Ça ne doit pas être le monopole des végétariens et véganes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que suivant le type alimentaire, les micronutriments sont plus ou moins faciles à trouver. Alors, il y a des nutriments, on n'en parle pas assez, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, il y a des nutriments plus faciles à trouver lorsqu'on adopte une alimentation végétarienne ou végane. Alors, ces nutriments, c'est la vitamine B9, justement, la vitamine C, le magnésium, les fibres alimentaires, c'est plus facile à trouver. Il y a aussi des micronutriments qui sont à peu près aussi difficiles à trouver. Voilà. La vitamine D, c'est un problème qui est généralisé. Alors, il y a un peu plus, c'est vrai, de carence en vitamine D chez les végétariens et véganes.
mais c'est négligeable. En fait, il y a énormément de carences en vitamine D tout court. Après, si on faisait une prise de sang là dans cette salle, probablement qu'on trouverait 80% de carences en vitamine D. En plus, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment. Ça va venir, mais encore un petit peu de patience. Les oméga 3 aussi. Voilà, c'est un type particulier de lipides. Il y a une sous-consommation d'oméga 3 dans la population générale, que ce soit chez les végétariens ou ceux qui mangent de la viande. C'est un vrai problème aussi. Donc c'est un sujet sérieux qui concerne tous, la question des carences. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a des micronutriments plus difficiles à trouver dans une alimentation végétarienne ou végane. S'il y en a vraiment un seul qui est vraiment beaucoup plus difficile à trouver, il s'agit de la vitamine B12. Il ne faut pas non plus surestimer le problème, mais là c'est vrai. Et il suffit d'ouvrir un livre de nutrition, vous ouvrez une table nutritionnelle. Alors maintenant, ça a été très informatisé, on en trouve plusieurs gratuitement sur Internet. Je pense notamment aux bases canadiennes, américaines et à la base de données française SQL. Et tout un chacun peut regarder la composition en macronutriments et micronutriments de milliers d'aliments. Et de vos propres yeux, vous pouvez voir qu'effectivement, trouver de la vitamine B12 dans le règne végétal, c'est une gageure. Alors, c'est peut-être pas complètement impossible, mais c'est rare, il faut chercher. Voilà, alors ça, c'est si on doit craindre une carence, c'est celle-là. Ne vous affolez pas, chez l'adulte, vous avez de telles réserves dans le foie qu'avant d'avoir une carence en vitamine B12 chez l'adulte, il faut du temps parce que c'est une vitamine qui se stocke très bien. Donc, vous avez le temps. Là où c'est plus problématique, c'est chez l'enfant, notamment le jeune enfant. Là, comme les réserves sont beaucoup plus faibles, la carence peut intervenir simplement en quelques mois. D'où ce message de supplémenter les enfants et les adultes aussi strictement véganes. Donc, c'est, on peut dire, obligatoire chez les végétaliens et c'est conseillé chez les végétariens. Conseillé parce que les ovo-lacto-végétariens vont en trouver dans les œufs, les produits laitiers. Des quantités modestes, mais ils vont en trouver un peu. Alors, on parlait des faux problèmes. Protéines, en fait, c'est un faux problème. On se prend beaucoup la tête avec ça. Je pourrais faire une conférence d'1 heure sur le sujet, pas possible, donc je vais être succinct ce soir. Mais en fait, là aussi, si vous regardez la base de données nutritionnelle américaine, elle est supérieure à SQL, la base de données française, sur un point, c'est qu'elle détaille aussi les acides aminés. Beaucoup de gens pensent qu'il manque certains acides aminés dans les protéines végétales. Il suffit d'ouvrir un livre de nutrition qui détaille le contenu dans chacun des acides aminés pour vous apercevoir que c'est faux. En fait, toutes les protéines ont toujours tous les acides aminés, par contre pas dans les mêmes proportions. Voilà. Alors, il y a 3 grandes sources de protéines végétales. Alors déjà, il faut rappeler que les végétariens consomment toujours 2 sources de protéines animales. Les œufs, la protéine de l'œuf, c'est une protéine animale. Puis la protéine du lait aussi, c'est une protéine animale. Et il y a 3 grandes sources de protéines végétales. Les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Alors, là aussi, je fais la version courte parce que ça nécessiterait un exposé d'1 heure. Mais en fait, les protéines végétales ont largement plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients sont avant tout théoriques. Mais il y a des avantages pratiques. En fait, maintenant, en 2018, ça a commencé à être démontré en 2016. Et là, c'était reconfirmé il y a quelques jours, là, une étude qui est sortie, une autre, que les protéines végétales ont la capacité de diminuer les maladies cardiovasculaires en elles-mêmes. Et donc, ça ne doit plus du tout être vu comme un point faible, mais au contraire comme un point fort. C'est une idée, j'en ai bien conscience, assez révolutionnaire. Alors, le faire, pareil, là aussi, le temps me manque pour en faire la démonstration scientifique, mais c'est pareil pour le fer. En fait, le fer non héminique a un pouvoir oxydant qui est inférieur au fer héminique issu de la viande. En plus, on ne mange pas tant de fer héminique que ça. En fait, même si on mange de la viande régulièrement, le fer héminique représente à peu près 15% du fer consommé, ce qui n'est pas énorme. Et plus on mange de fer héminique, plus on fait augmenter les risques de cancer du côlon. Donc là aussi, c'est pas forcément très pertinent de mettre sur un piédestal le fer héminique. Les études montrent qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les végétariens que chez ceux qui mangent de la viande. Les réserves en fer sont un peu plus basses, mais il n'y a pas plus d'anémie. Du coup,
ça ne semble pas être un point faible, mais aussi un point fort. Alors, je reparlerai d'autres points négatifs, mais latéraux à la fin. Alors, maintenant, on va parler des effets sur la santé. Alors, pour essayer de démontrer que végétarisme et santé sont incompatibles, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, on peut quand même trouver des arguments. Alors ouais, les arguments que j'ai trouvés. Les carences en vitamine B12 plus fréquentes, c'est vrai. Donc ça, si on fait ça mal, s'il nous manque cette connaissance-là, ça peut poser un problème à long terme. Le fait de manquer de vitamine B12, ça va faire apparaître une anémie, une baisse des plaquettes, une baisse des globules blancs. Ça peut également créer des troubles neurologiques, mais tout ça très progressivement. Il y a aussi plus de difficultés à trouver du zinc. C'est faisable, en ayant des connaissances, c'est plus difficile. L'iode est plus difficile à trouver aussi. Le calcium, aucune difficulté chez les ovo-lacto-végétariens, plus difficile à trouver chez les véganes, mais c'est faisable sans technologie. Je pense que le vrai point faible des alimentations végétariennes, ce sont les oméga 3 à chaîne longue, qui ne sont pas indispensables. Si on n'en consomme pas, il ne se passe rien d'extraordinaire, mais on va dire que c'est moins optimal. Je pense que ça a un intérêt pour la santé d'avoir une source directe d'oméga 3 à chaîne longue, ce qui est très difficile à trouver dans une alimentation végétarienne. Ça, c'est, à mon avis, le seul vrai point négatif. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'aspects positifs. Alors, notre civilisation est affectée de nombreux fléaux de santé publique. Et les fléaux que j'ai listés là sur le diaporama sont moins fréquents dans la population des végétariens et végétaliens. Alors, l'obésité, l'hypertension, l'excès de cholestérol, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers. C'est pas des maladies marginales, c'est pas des maladies qui sont peu fréquentes, c'est vraiment les maladies de civilisation à cause desquelles nous mourrons précocement. Et suivant les maladies, les alimentations végétariennes ou végétaliennes bien organisées ont la prétention de diminuer ces fléaux de l'ordre de moins 10% à moins 60% suivant les études et suivant les fléaux. Donc c'est franchement positif. Alors je vais passer assez vite pour qu'on ait du temps pour les questions. Au niveau du surpoids, c'est une constatation épidémiologique. Alors, on connaît des gens qui sont végétaliens et qui sont obèses, et des personnes qui mangent de tout et qui sont très menues, bien sûr. Mais en moyenne, sans faire exprès, ça a tendance à faire perdre du poids. Voilà. Une des explications, c'est la plus grande richesse en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires étant impossibles à digérer, ralentissant la digestion, intervenant beaucoup dans la satiété. Ça peut être une des explications, et c'est pas la seule, au moindre surpoids. Alors, en ce qui concerne l'hypertension, il y a un très bon niveau de preuve. On a même des études d'intervention randomisées, ce qui est vraiment rare en nutrition. Et en quelques jours, on est capable de faire baisser la tension artérielle de 5 mm de mercure, simplement en modifiant l'alimentation. Et sur le long terme, on estime que ça peut la faire baisser de 5 à 10 mm de mercure. Ça a été démontré par des études descriptive, alors que le troisième point a été démontré carrément par des études d'intervention qui ont été publiées dès les années 80. Les explications complexes. On pense que dans les végétaux, il y a un cocktail de phytonutriments qui font baisser la tension artérielle sans qu'on ait réussi à en isoler un en particulier. La plus grande chose en potassium aussi. Le potassium, ça fait baisser la tension artérielle. Voilà. Les lipides auraient tendance à faire augmenter la tension artérielle. Donc comme il y a moins de graisses saturées dans une alimentation végétarienne et que les graisses saturées sont plus visqueuses, ça pourrait participer aussi à la baisse de la tension. Alors là où il y a un effet vraiment spectaculaire, c'est sur le cholestérol. Une alimentation 100% végétale a la prétention de faire baisser le cholestérol autant qu'une catégorie de médicaments qu'on appelle les statines dans vos familles, chez vos parents, grands-parents, grands-oncles, grands-tantes. Probablement vous avez une personne quelque part dans la famille qui prend des statines pour faire baisser le cholestérol. Et bien sachez que lorsque on végétalise l'alimentation, le cholestérol baisse beaucoup. Voilà, c'est un effet très bien démontré par plusieurs centaines d'études. Là, le niveau de preuve est très élevé.
Alors l'explication, il y en a beaucoup. L'explication, une des explications les plus simples, c'est qu'en fait le cholestérol n'existe pratiquement pas dans le règne végétal. Il y a quelques traces. Évidemment, il y a des lipides dans les végétaux, notamment dans les oléagineux. Mais par contre, le cholestérol, c'est la quasi-exclusivité du règne animal. Et donc, lorsqu'on arrête de manger de la viande, on fabrique le cholestérol nous-mêmes. En fait, plus exactement, lorsqu'on mange de la viande, on trouve 30% du cholestérol dans l'alimentation, 70% on le fabrique nous-mêmes par le foie. Si on arrête de manger tout produit d'origine animale, 100% du cholestérol est fabriqué par le foie. Alors ça, c'est moins connu. Mais là aussi, une alimentation végétarienne bien menée a un effet vraiment très impressionnant, c'est sur les cas de diabète de type 2. Et ça, c'est même enseigné dans la médecine classique. Alors, vous savez que la nutrition n'est pas beaucoup enseignée en France, que la formation des médecins est faible. Et bien, les diabétologues, maintenant, reçoivent comme message que la viande rouge augmente les risques de diabète. Alors, évidemment, le déterminant majeur du diabète de type 2, c'est le sucre. Voilà, les aliments qui font beaucoup monter le taux de sucre après les repas. Alors, il y a le sucre rajouté, bien sûr, mais il y a aussi les aliments dits à haut index glycémique, comme le riz blanc, le pain blanc, etc. Tous ces aliments-là sont très diabétogènes. Et bien que l'alimentation végétarienne n'est pas du tout exempte d'aliments à haut index glycémique, quand on peut être végétarien, on va quand même manger du pain blanc, du riz blanc, etc. Malgré ça, il y a quand même une chute spectaculaire des cas de diabète de type 2, entre moins 38 et moins 60% suivant les études, et ça, c'est impressionnant. Les explications, il y en a beaucoup. Les fibres alimentaires, parce que les fibres alimentaires ralentissent la digestion des sucres. Il semblerait que le fer héminique soit pas simplement impliqué dans le cancer du côlon, mais aussi dans le diabète, aussi les nitrites. Alors ça, c'est très pervers. Les nitrites, c'est ce qui permet de conserver le jambon, les charcuteries et aussi de leur donner cette couleur rose. Mais c'est toxique pour le pancréas, ça favorise aussi le diabète de type 2. Donc en passant au végétarisme, on va arrêter tout ça et ça va beaucoup aider pour ne pas devenir diabétique de type 2. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'était à une époque la première cause de mortalité en France. Maintenant, c'est devenu la deuxième cause de mortalité. C'est la maladie sur laquelle une alimentation végétarienne bien conçue a le plus d'effets. On peut estimer qu'il y a à peu près moins 30% de mortalité cardiovasculaire en moins en passant d'une alimentation à l'autre. Ça a été particulièrement démontré sur l'infarctus. Et ça, c'est pas uniquement médié par la moindre consommation de cholestérol ou de graisse saturée, il y a aussi les protéines végétales qui ont été impliquées. Et là, je vous ai mis quelques références scientifiques qui viennent de montrer ça très récemment. Ça a été publié il y a quelques jours. Et ça, c'est une étude plus ancienne qui a été publiée il y a 2 ans. Pour la première fois, on a pu mettre en évidence que non seulement les protéines végétales faisaient l'affaire, mais même elles faisaient mieux que les protéines animales, en tout cas sur ces points-là. Alors par contre, il y a un point sur lequel c'est décevant, c'est les cancers. Alors, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de potentiel par rapport au cancer, parce qu'on sait par d'autres études que certains végétaux précis sont reliés à la prévention de cancers très précis. Et alors, ça marche très bien sur le cancer colorectal, ça marche très bien aussi sur le cancer de la prostate. Par contre, c'est décevant sur d'autres localisations. Probablement à cause de la présence de contaminants. Voilà, mais il faut le savoir. Alors ça, c'est beaucoup moins connu, puis ça a été démontré que depuis 2011, donc il y a moins de gens qui connaissent ça. Il y a un fort effet préventif sur la cataracte. Voilà, entre une consommation importante de viande et une consommation 100% végétale. Il y a une étude, ça n'a pas été beaucoup étudié, mais la seule étude qui a étudié ça, qui a été publiée en 2011, a montré une baisse de risque de cataracte de moins 40%. Voilà. Alors, gardez le meilleur pour la fin, puisque pour répondre à la question, est-ce que un comportement alimentaire est dangereux, neutre ou favorable, il faut faire des tests globaux. Voilà. La nutrition, c'est une discipline qui est très difficile, il y a énormément de paramètres. On peut toujours argumenter que telle alimentation a plus de ceci, moins de cela.
plus riche en zinc, moins riche en zinc, la protéine elle est comme ceci, comme cela, mais il y a un critère de jugement très exigeant en médecine qui est considéré comme le plus fiable, c'est la mortalité globale, toutes causes confondues. Résumé, est-ce qu'il va y avoir des morts prématurées ou pas, ou au contraire, est-ce que ça va prolonger la vie? Alors, on avait déjà la réponse à cette question pour les ovo-lacto-végétariens, mais on n'avait pas la réponse pour les végétaliens, et on l'a eu en 2013 dans une étude, qui est l'étude publiée dans le JAMA Internal Medicine en 2013, et une étude où on a recruté 73 000 personnes. Et les résultats de l'étude, qu'on constate une baisse de la mortalité parmi les lavo-octo-végétariens et véganes par rapport à ceux qui ont une alimentation plus classique. Donc ça a fait voler en éclats l'idée que c'était dangereux. Alors, c'est pas forcément la démonstration que c'est la meilleure alimentation, parce qu'il faudrait reproduire l'expérience, et puis ça veut rien dire la meilleure alimentation, parce qu'on peut très bien être omnivore et manger beaucoup de végétaux bons pour la santé, et puis un peu de mauvais aliments, un peu de viande, etc. Et on peut être vegan et puis se goinfrer de chips, de confitures, de bonbons sans gélatine, etc. Et j'ai eu une patiente comme ça qui était végane et était en carence en vitamine B9, qui mangeait que des gâteaux, et voilà, bon. Donc tout est possible. Alors, on savait déjà que l'alimentation ovo-lacto-végétarienne était viable. Alors, on avait des études qui montraient qu'il n'y avait pas de différence, voilà, c'était ni mieux ni pire, pareil. Mais on avait déjà deux études de cohorte qui montraient qu'il y avait une baisse de la mortalité chez les ovo-lacto-végétariens. Donc en fait, pour les scientifiques qui ont étudié la question sérieusement, ça fait maintenant depuis 20 ans qu'on sait qu'il n'y a pas de problème. L'alimentation végétarienne, elle n'est pas parfaite, mais non seulement elle est viable, mais elle a même des intérêts pour la santé. Donc, ma conclusion, c'est qu'une alimentation végétarienne ou végétalienne bien menée ne porte pas atteinte à la santé, bien au contraire. Et il faut sortir du paradigme dominant, comme quoi le végétarisme est un danger. Mais au contraire, comprendre qu'il est protecteur si bien mené. Alors, ces dangers, il y en a un. Bon, c'est par rapport à la vitamine B12. Ça, je pense que le cas le plus typique, c'est la femme enceinte, allaitante, qui n'a pas cette connaissance. Elle va allaiter son enfant, comme elle-même elle est carencée en B12. Il ne va pas avoir beaucoup de vitamine B12 dans son lait. Donc c'est le cas de figure qui se répète chaque année. Bon. Donc ce seul cas de figure, on peut parler d'un réel danger, donc facile à résoudre, il suffit de supplémenter en vitamine B12, mais à part ça, c'est absolument pas un danger. Merci pour votre attention. Donc on va passer aux questions-réponses.